Je sais que ta mère est morte à cause de toi, père, cria un garçon en faisant irruption dans la salle d'audience lors d'un procès. Lorsque le garçon révéla ce qu'il savait, tout le monde fut terrifié. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Le soleil de l'après-midi illuminait les rues animées de Philadelphie tandis que Mark marchait joyeusement aux côtés de sa mère, Kimberly. Le garçon, avec ses yeux brillants et son sourire innocent, tenait fermement sa main, se sentant en sécurité et heureux comme toujours en sa présence. « Maman, cette glace au chocolat avec DLD est la meilleure que j'ai jamais goûtée de ma vie. Tu sais toujours comment choisir les meilleures choses pour moi, » dit Mark en léchant ses doigts collants, regardant sa mère sourire avec ce regard tendre qui le réconfortait tant. Kimberly caressa doucement les cheveux noirs de son fils, savourant ce moment spécial qu'ils partageaient après l'école. Ses mains douces touchaient le visage du garçon avec affection, essuyant les traces de glace à l'ancienne qui maculaient son visage. « Mon petit Mark, tu es la plus grande joie de ma vie. Savais-tu que lorsque tu souris comme ça, à ta manière spéciale, toute ma journée devient plus belle ?» dit-elle en marchant le long du trottoir bondé de personnes pressées qui remarquent à peine la scène touchante entre mère et fils. L'arôme alléchant de tamal frais préparé au stand du coin attira l'attention de Mark, et il tira sa mère par la main en direction du vendeur. L'homme sourit en voyant l'enthousiasme du garçon, car Mark était déjà un client régulier de ces tamals les après-midi après l'école. « Maman, pouvons-nous en prendre pour la maison? Charlotte peut les réchauffer pour nous plus tard et papa les adore aussi, » supplia Mark, ses yeux marrons brillants d'attente en attendant la réponse de sa mère. Kimberly ne pouvait pas résister aux demandes de son fils, surtout quand il montrait autant de considération pour les goûts des autres. Elle s'approcha du vendeur et passa sa commande, observant Mark s'intéresser au processus d'emballage des tamals en posant des questions sur les ingrédients et la méthode de préparation. « Tu as un fils très intelligent, madame », commenta le vendeur alors que Mark absorbait chaque mot concernant la recette traditionnelle mexicaine. « C'est mon petit trésor, ma raison de vivre, » répondit Kimberly, son cœur débordant d'amour. L'après-midi se poursuivit paisiblement avec mère et fils profitant de ce précieux moment de complicité qu'ils chérissaient tant. Mark racontait avec animation sa journée à l'école, comment il avait bien réussi sa présentation d'histoire et comment ses camarades de classe avaient applaudi sa confiance en lui. « Tu serais fier si tu avais vu, maman. J'ai parlé des pyramides aztèques sans bégayer une seule fois, » s'exclama-t-il en gesticulant, rappelant chaque détail de sa présentation. Le paysage familier de leur rue de quartier commençait à apparaître devant eux avec ses maisons élégantes et ses jardins bien entretenus. Mark adorait cet itinéraire, surtout parce que sa mère transformait toujours le chemin en une petite aventure, inventant des histoires sur les passants ou les oiseaux volant au-dessus de leur tête. « Regarde, maman, ce moineau semble nous suivre depuis la boutique de glace, » indiqua Mark en riant de sa propre observation. Soudain, Kimberly ressentit une légère vertige, quelque chose d'inhabituel lors de leur promenade quotidienne. Elle essaya de le cacher pour ne pas inquiéter son fils, mais ses jambes commencèrent à faiblir légèrement. Mark, toujours attentif aux expressions de sa mère, remarqua que quelque chose était différent. « Maman, ça va? Ton visage a l'air un peu pâle, » demanda-t-il, la voix chargée d'une inquiétude sincère qu'un enfant seul peut démontrer. Une sueur froide commença à perler sur le front de Kimberly alors qu'elle tentait de garder son calme devant son fils. Ses mains, toujours si stables en tenant Mark, commencèrent à trembler légèrement. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Je suis juste un peu fatiguée. Asseyons-nous sur ce banc là-bas un instant, » dit-elle en essayant de sourire pour rassurer son fils. Mais Mark pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. À quelques mètres de la maison, Kimberly commença à ressentir une douleur aiguë dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Sa vision commença à se brouiller et les voix des passants semblaient de plus en plus lointaines. Mark tenait maintenant sa main plus fermement, ressentant la peur grandir dans son petit cœur. « Maman, tu me fais peur. S'il te plaît, parle-moi, » supplia-t-il, ses mots chargés de terreur grandissante. Le monde autour de Kimberly semblait tourner de plus en plus vite alors qu'elle luttait pour rester consciente. Les sacs de tamal glissèrent de ses mains, tombant au sol sans qu'elle puisse rien faire pour les arrêter. Mark regarda avec horreur sa mère tituber, essayant de s'appuyer sur n'importe quoi à portée de main. « Mark, je ne me sens pas bien », furent ses derniers mots avant que ses jambes ne cèdent enfin, marquant le début d'un cauchemar qui allait à jamais changer la vie de ce petit garçon. Le corps de Kimberly commença à glisser vers le sol tandis que Mark tentait désespérément de la tenir, ses petits bras pas assez forts pour supporter le poids de sa mère.
La panique s'empara du garçon lorsqu'il vit sa mère s'effondrer sur le trottoir. « Au secours, s'il vous plaît, quelqu'un aide ma maman, elle ne va pas bien », cria Marc, sa voix résonnant dans la rue alors que les larmes commençaient à couler sur son visage en désespoir. Les passants, qui étaient auparavant pressés et distraits, s'arrêtèrent immédiatement en entendant les cris angéliques de l'enfant. Une petite foule commença à se former autour de Kimberly et Marc, tandis que certains passants s'agenouillaient pour essayer d'aider. Une femme âgée s'approcha de Marc, essayant de le calmer, tandis qu'un homme vérifiait les signes vitaux de Kimberly. Elle respire, mais son pouls est très faible. « Quelqu'un doit appeler une ambulance immédiatement », avertit l'homme, sa voix chargée d'urgence. Marc tremblait incontrôlablement, ses yeux fixés sur le visage pâle de sa mère qui restait immobile au sol. Les mains qui, il y a quelques minutes, essuyaient affectueusement son visage gisaient maintenant sans vie à côté de son corps. « Maman, s'il te plaît, réveille-toi, ne me laisse pas seule. Je promets que je serai meilleur, je promets que je mangerai tous mes légumes, » supplia le garçon entre deux sanglots, s'accrochant à la blouse de sa mère comme s'il pouvait la retenir par la seule force de son amour. Le son lointain d'une sirène commença à se faire entendre alors que davantage de personnes se rassemblaient autour. Certains essayaient de fournir de l'ombre pour protéger Kimberly du soleil fort, d'autres chuchotaient des mots d'inquiétude et de spéculation. Marc entendit des fragments de conversation qui ne faisaient qu'accroître sa terreur. « Elle doit avoir un problème cardiaque », murmura quelqu'un. « Pauvre garçon !» Chaque mot prononcé autour de lui transperçait le cœur déjà brisé. Les ambulanciers arrivèrent rapidement, se frayant un chemin à travers la foule avec leur équipement d'urgence. Marc fut doucement déplacé sur le côté, hâté par l'un des premiers intervenants, tandis que sa mère recevait les premiers soins. « Comment s'appelle-t-elle, petit ?» demanda l'intervenant, essayant de garder Marc engagé et conscient pendant que ses collègues travaillaient frénétiquement. « Kimberly, ma maman s'appelle Kimberly », répondit-il, sa voix brisée par des sanglots incontrôlables. L'équipe médicale travailla rapidement et précisément, connectant des moniteurs et administrant des médicaments par une aiguille qui fit détourner le regard de Marc. Le garçon observa, paralysé, les ambulanciers changer des termes médicaux qu'il ne comprenait pas, mais dont le ton urgent faisait encore plus serrer son cœur. La tension artérielle chute dangereusement, besoin de stabilisation immédiate. Préparez le transport d'urgence, ordonna un des intervenants. Une des personnes essaya de recueillir plus d'informations auprès de Marc pendant que ses collègues préparaient Kimberly pour le transport. « Sais-tu si ta mère a des problèmes de santé ? Prend-elle des médicaments ?» demanda-t-elle doucement. Marc secoua la tête, les larmes coulant encore sur son visage. « Non, elle a toujours été en bonne santé, elle n'a jamais été malade comme ça, » répondit-il, sa voix tremblante à chaque mot. Les ambulanciers commencèrent à transférer Kimberly sur la civière, chaque mouvement observé par les yeux attentifs et effrayés de Marc. Le garçon essaya de mémoriser chaque détail du visage de sa mère, craignant que ce puisse être la dernière fois qu'il la verrait. « Dans quel hôpital l'emmenez-vous ? Je dois y aller avec elle, elle ne peut pas être seule, » implora Marc, sa voix lourde de désespoir et de peur. La foule commença lentement à se disperser alors que quelques voisins s'approchaient, offrant leur aide. Une femme que Marc reconnaissait comme habitant à côté se porta volontaire pour l'accompagner à l'hôpital, promettant de contacter son père en chemin. « Allez, mon chéri, tu dois être fort maintenant, ta maman va tellement avoir besoin de toi, » dit-elle en prenant la main tremblante du garçon. Le hurlement de la sirène traversa de nouveau l'air alors que l'ambulance s'éloignait avec Kimberly à l'intérieur. Marc regarda le véhicule disparaître, se sentant comme si une partie de son cœur était arrachée de sa poitrine. Les mots de la voisine résonnaient de manière lointaine dans ses oreilles tandis qu'une terrible pensée commençait à se former dans son esprit. « Et si ma maman ne rentre pas ? Et si je ne la serre jamais plus dans mes bras ou ne reçois plus son baiser du soir ?» pensa-t-il en étant conduit à la voiture qui l'emmènerait à l'hôpital. Suivant l'ambulance portant sa chère mère, l'hôpital était un labyrinthe blanc effrayant pour Marc, qui suivait les pas de la voisine hésitamment dans les interminables couloirs. L'odeur forte des médicaments et le bip constant des machines faisaient tourner l'estomac de Marc. Ses yeux cherchaient désespérément le moindre signe de sa mère. L'idée que Kimberly soit seule quelque part dans ce vaste bâtiment lui brisait encore plus le cœur. « S'il vous plaît, madame, nous devons trouver ma maman. Elle a peur des hôpitaux, elle me l'a toujours dit, » supplia Marc, sa voix lourde de sanglots refoulés. Dans la zone d'urgence, médecins et infirmières se précipitaient dans tous les sens, leurs voix tendues résonnant dans les couloirs. Marc observait chaque visage passant, essayant de capter la moindre information sur sa mère.
Une infirmière les aborda, le visage empreint de préoccupation à la vue du garçon bouleversé. « Vous êtes venu avec Madame Kimberly. Les médecins sont avec elle maintenant dans la salle d'urgence, effectuant toutes les procédures nécessaires, les informait-elle en essayant de paraître rassurante, mais Mark pouvait sentir quelque chose dans son ton qui ne semblait pas correct. Le temps semblait s'étirer alors qu'ils attendaient des nouvelles. Mark s'assit dans l'une des chaises de la salle d'attente, les pieds balançant sans toucher le sol, les mains tordant nerveusement l'ourlet de sa chemise d'uniforme scolaire. Les tamales qu'ils avaient achetés il n'y a pas longtemps semblaient maintenant faire partie d'une vie différente, un moment qui semblait s'être produit il y a des milliers d'années. Charlotte doit être inquiète en nous attendant à la maison, et papa, pourquoi n'est-il pas encore arrivé ? Pensa Mark, se sentant de plus en plus seul et effrayé. Un groupe de médecins se précipita vers la pièce où Kimberly se trouvait, portant du matériel que Mark n'avait jamais vu auparavant. Le bourdonnement des voix s'intensifiait et l'activité du personnel s'intensifiait, faisant battre le cœur du garçon encore plus vite. La voisine essaya de le distraire avec des histoires et des mots réconfortants, mais Mark ne pouvait pas détourner son attention du tumulte autour de lui. « Quelque chose ne va vraiment pas avec ma maman, je le sens », murmura-t-il plus pour lui-même que pour quiconque d'autre. Le son de pas précipité attira l'attention de Mark et il vit son père, Jimmy, arriver, essoufflé, à la salle d'attente. Son visage habituellement composé montrait des signes d'inquiétude en s'approchant de son fils. « Mark, que s'est-il passé ? Raconte-moi tout, mon fils, implora Jimmy en s'agenouillant devant le garçon. Mark commença à raconter les événements de l'après-midi entre deux sanglots, revivant chaque moment douloureux en racontant à son père comment sa mère était tombée malade si soudainement. Les heures suivantes furent un flou d'attente angoissée et de questions sans réponse. Les médecins entraient et sortaient de la salle d'urgence, leurs visages devenant de plus en plus tendus. Mark observait son père parler à voix basse avec les médecins, remarquant comment leurs expressions devenaient plus graves à chaque nouvelle conversation. « Pourquoi personne ne me dit ce qui se passe ? Pourquoi ne puis-je pas voir ma maman ?» questionna Mark, se sentant de plus en plus invisible et impuissant. Le ciel commençait déjà à s'assombrir à l'extérieur des fenêtres de l'hôpital lorsqu'un médecin les aborda avec une expression qui fit frissonner Mark. L'homme en blouse blanche parla doucement avec Jimmy, qui ferma les yeux et se frotta le visage dans un geste de désespoir profond. Mark sentit son monde commencer à s'effondrer en voyant la réaction de son père, un homme qu'il n'avait jamais vu montrer le moindre signe de faiblesse. Les mots du médecin résonnèrent dans les couloirs de l'hôpital comme un présage sombre. « Nous faisons tout notre possible, mais l'état est extrêmement grave. Les prochaines heures seront cruciales, annonça le médecin. Mark ne comprenait pas pleinement le sens de ces mots, mais leur poids dans son cœur était insupportable. L'idée de perdre sa mère, sa meilleure amie, sa protectrice devenait une possibilité terrible et réelle. Le son des équipements médicaux au loin semblait se moquer de Mark alors qu'il restait assis sur cette chaise inconfortable, se sentant plus petit et plus seul que jamais. Les larmes qu'il essayait de retenir commencèrent à tomber silencieusement tandis qu'il murmurait une prière qu'il avait apprise de sa mère. « S'il te plaît, Dieu, ne laisse pas ma maman partir. J'ai promis d'être le meilleur fils du monde, je promets de tout faire correctement, mais s'il te plaît, ne l'emporte pas avec toi, implora-t-il, sa voix presque inaudible. La nuit tomba sur Philadelphie, apportant avec elle une obscurité qui semblait refléter le désespoir croissant dans le cœur de Mark. Les couloirs de l'hôpital restaient en mouvement constant, mais pour le petit garçon, le monde s'était arrêté depuis que sa mère avait fermé les yeux sur ce trottoir alors qu'il attendait des nouvelles. Un terrible sentiment commença à s'emparer de son être. Rien dans sa vie ne serait plus jamais pareil et cet après-midi ensoleillé avec sa mère pourrait avoir été le dernier qu'ils partageraient ensemble. La salle d'urgence se transformait en un champ de bataille de plus en plus intense. De nouveaux spécialistes étaient appelés, du matériel supplémentaire était apporté à la hâte et la lutte pour la vie de Kim devenait de plus en plus dramatique à chaque minute qui passait. Les médecins échangeaient des regards inquiets, conscients qu'ils faisaient face à un cas qui déviait complètement des schémas habituels. Ce patient présente des symptômes qui semblent être le résultat d'une intoxication étrange. Nous devons découvrir l'origine de cela avant qu'il ne soit trop tard, expliqua l'un des médecins. Le moniteur cardiaque commença à émettre une alarme plus aiguë, indiquant une nouvelle complication. L'équipe médicale se déplaça rapidement, travaillant en parfaite synchronie pour stabiliser les battements du cœur de Kimberly. L'atmosphère dans la salle devenait plus tendue alors que les professionnels luttaient contre le temps. Ces signes vitaux commencent à s'effondrer. Nous devons agir maintenant. Préparer la procédure de réanimation au cas où ce serait nécessaire, ordonna un autre médecin.
Les heures s'étiraient alors que la bataille continuait, chaque nouvelle procédure, chaque nouveau médicament semblant avoir moins d'effet que le précédent. Les médecins commençaient à ressentir le poids de la frustration en voyant que, malgré tous leurs efforts, l'état de Kimberly empirait inexorablement. Nous faisons face à un cas extrêmement complexe. Quelque chose attaque systématiquement son corps et nos traitements conventionnels ne suffisent pas, expliqua un médecin. Les allées et venues des professionnels dans la salle d'urgence ne diminuaient pas. Chaque nouveau spécialiste qui arrivait apportait une nouvelle perspective, une nouvelle tentative de comprendre ce qui arrivait à Kimberly. L'équipe médicale travaillait sans relâche, déterminée à ne pas abandonner même face à une situation de plus en plus sombre. Continuez à surveiller tous les signes vitaux. Le moindre changement pourrait nous donner un indice sur ce qui se passe vraiment. Nous ne pouvons pas perdre ce patient, ordonna le chef de service. Le médecin en charge sortit de la salle d'urgence, le visage portant le poids des mauvaises nouvelles qu'il devait annoncer. Il s'approcha de Jimmy, qui maintenait une posture droite et distante à côté de Mark, l'autre garçon assis dans la même chaise depuis des heures, serrant ses propres genoux tout en observant la scène. Le médecin parla d'un ton grave. « Monsieur Jimmy, je suis désolé de vous informer que l'état de votre femme est extrêmement critique. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, mais vous devez être préparé. » La réaction de Jimmy face à la nouvelle fut étonnamment contenue. Alors que le médecin expliquait la gravité de la situation, il gardait un regard distant, comme s'il assistait à une réunion d'affaires de routine. Ses questions étaient pratiques et directes, ne montrant aucune émotion face à l'état de sa femme. « Docteur, combien de temps devons-nous attendre pour un diagnostic définitif ? J'ai des engagements importants demain qui ne peuvent pas être reportés, demanda-t-il. Mark observa son père avec un mélange de confusion et de peur. Il ne pouvait pas comprendre comment il pouvait se soucier des engagements à un moment comme celui-ci. Le garçon serra le dessin qu'il avait fait pour sa mère ce matin-là, ses larmes tachant le papier coloré. « Papa, je veux voir maman, s'il te plaît, laisse-moi entrer juste un peu pour lui dire que je l'aime. Elle a besoin de savoir que nous sommes là, » supplia Mark, tandis que les sons des équipements médicaux résonnaient dans le couloir. Chaque fois que la porte de la salle d'urgence s'ouvrait, chaque nouvelle alarme faisait Mark se recroqueviller davantage dans sa chaise, tandis que Jimmy vérifiait fréquemment son téléphone, répondant à des messages comme s'il s'agissait d'une journée de travail normale. La voisine qui les accompagnait observait ce comportement avec une inquiétude grandissante. « Mark, mon ange, viens avec moi pour prendre un peu d'eau. Tu dois rester hydraté après tout ce chagrin, » dit-elle en apportant un verre d'eau au garçon. Une nouvelle spécialiste arriva à l'hôpital, apportant une nouvelle vague d'activité à l'environnement déjà frénétique. Jimmy la salua avec la même froideur professionnelle, discutant des procédures et des coûts sur un ton commercial qui glaçait le sang de ceux qui l'entendaient. « Ne t'inquiète pas pour les coûts, docteur. Faites simplement ce qui est nécessaire et gardez tout documenté. J'ai besoin que chaque procédure soit enregistrée en détail, » ordonna Jimmy. Les heures s'étiraient comme une éternité pour Mark. Son père restait distant, à la fois physiquement et émotionnellement, passant des appels silencieux dans un coin isolé. Le garçon se sentait de plus en plus seul dans son désespoir, incapable de comprendre pourquoi son père ne le serrait pas dans ses bras, ne le réconfortait pas, ne montrait pas la même peur qu'il ressentait. Charlotte doit être inquiète à la maison. Maman appelle toujours quand nous allons être en retard, mais aujourd'hui, personne ne l'a prévenue, pensa Mark, alors que l'atmosphère de l'hôpital devenait de plus en plus lourde à chaque minute qui passait. Les médecins entraient et sortaient de la salle d'urgence avec des expressions de plus en plus graves, tandis que Jimmy maintenait son allure impassible, comme s'il était protégé de toute émotion. Mark remarqua que les professionnels de santé regardaient étrangement son père, probablement aussi surpris par son manque de réaction. « Monsieur Jimmy, il serait peut-être bon de passer un peu de temps avec votre fils. Il est visiblement secoué par toute cette situation, » suggéra l'infirmière. Jimmy ajusta sa cravate et passa sa main dans ses cheveux soigneusement peignés, un geste plus préoccupé par son apparence que par le réconfort de son fils ou l'état de sa femme. Il s'approcha de Mark uniquement pour lui donner des instructions pratiques, sa voix restant contrôlée et froide. « Mark, arrête de pleurer. Les hommes ne doivent pas montrer de faiblesse en public. Ta mère ne voudrait pas te voir comme ça, » dit-il. Le petit Mark sentit son cœur se serrer de plus en plus. Il ne reconnaissait plus son père dans cet homme froid et distant, si différent du père qui, bien que toujours occupé, montrait au moins un peu d'affection lors des moments importants. Les mots durs concernant le fait de ne pas pleurer blessèrent encore plus son cœur déjà brisé. Maman dit toujours que pleurer n'est pas une faiblesse. Elle dit que c'est de l'amour débordant du cœur, pensa Mark. Une nouvelle alarme,
plus urgente que les précédentes, retentit à l'intérieur de la salle d'urgence. L'équipe médicale se précipita à l'intérieur et Marc put voir, à travers une fissure dans la porte, le mouvement frénétique autour de sa mère. Son père, au lieu de montrer de l'inquiétude, vérifiait simplement sa montre et passait un autre appel. « Oui, je vais devoir reprogrammer la réunion de demain matin. »« Non, je ne peux pas expliquer maintenant, mais gardez tout prêt pour que je puisse y assister dès que possible, » dit-il. Le son que tout le monde redoutait finalement résonna dans la salle d'urgence. Un bip aigu continu annonçant le pire. L'équipe médicale continua les manœuvres de réanimation pendant de longues minutes, mais l'inévitable se produisit. Kimberly, la douce mère de Marc, avait succombé. Le médecin sortit de la salle avec des pas lourds et une expression défaitiste, s'approchant de Jimmy et Marc pour leur annoncer la nouvelle. « Aucun médecin n'aime devoir l'annoncer, mais je suis désolé. Nous avons tout fait en notre pouvoir, mais malheureusement, Madame Kimberly n'a pas survécu, » dit-il. Marc sentit son monde s'effondrer en entendant ces mots. Ses jambes faiblirent et il tomba à genoux sur le sol froid de l'hôpital, sanglotant de manière incontrôlable. Jimmy, en revanche, maintenait sa posture droite, ajustant sa cravate tout en hochant mécaniquement la tête au médecin. « Je comprends. Quelles sont les démarches administratives que nous devons suivre maintenant ? J'ai besoin de résoudre des questions urgentes aujourd'hui, » répondit-il. Les jours suivants semblèrent être un flou confus dans l'esprit de Marc. Les funérailles furent organisées avec une efficacité pratique par Jimmy, qui les traita comme un simple autre rendez-vous dans son emploi du temps. Le petit corps de Marc tremblait tout au long des funérailles, ses larmes semblant sans fin alors qu'il regardait le cercueil de sa bien-aimée mère. « Maman, pourquoi m'as-tu quitté ? Comment vais-je vivre sans tes câlins, sans tes histoires, sans ton amour ?» pensa-t-il. Le contraste entre père et fils lors des funérailles était choquant. Alors que Marc s'effondrait en larmes, s'accrochant au cercueil de sa mère, Jimmy restait dans un coin, prenant des appels et parlant à des personnes importantes venues présenter leurs condoléances. Son expression ne montrait ni douleur, ni tristesse, ni aucune émotion que l'on pourrait attendre d'un veuf. « J'apprécie votre présence, » dit-il. « Oui, c'était une perte inattendue, mais la vie doit continuer, les affaires ne peuvent pas s'arrêter, » ajouta-t-il. Le cimetière était rempli de personnes importantes de la société mexicaine. Après tout, Kimberly était une femme influente et aimée. Marc regardait avec des yeux gonflés par les larmes alors que son père saluait chaque personne avec la même froideur professionnelle que toujours, comme s'il assistait à n'importe quel événement social. « Papa, maman ne voudrait pas que tu sois au téléphone maintenant, » pensa Marc. Charlotte, la femme de ménage dévouée de la famille, resta aux côtés de Marc, offrant le réconfort que Jimmy semblait incapable de donner. Elle observait le comportement de son employeur avec une inquiétude croissante, remarquant des détails qui semblaient hors de propos pour quelqu'un qui venait de perdre sa femme. « Marc, mon petit, ta mère prendra toujours soin de toi, même si c'est maintenant depuis le ciel. Allez, mettons ces jolies fleurs que tu as choisies pour elle, » dit-elle en aidant le garçon. Les personnes présentes à l'enterrement murmuraient entre elles, jetant des regards discrets à Jimmy. Son comportement froid et calculateur commençait à susciter des sourcils levés et à provoquer des commentaires chuchotés. Cette vieille dame, une amie proche de Kimberly, ne put contenir son indignation. « Depuis toutes mes années, je n'ai jamais vu un veuf aussi détaché. On dirait qu'il ne ressent même pas la perte de sa femme. » Lorsque le cercueil commença à être abaissé, Marc eut l'impression que son cœur était enterré avec sa mère. Ses cris de douleur résonnaient dans le cimetière tandis que Jimmy vérifiait les messages de son téléphone portable, semblant inconscient de la souffrance de son fils. « Maman, ne les laisse pas t'emporter, s'il te plaît, reviens-moi. Je promets d'être le meilleur fils du monde, » supplia Marc, la scène du petit garçon étant pratiquement traîné loin de la tombe brisant le cœur de tous les présents, sauf celui de Jimmy, qui organisait déjà son emploi du temps pour le lendemain avec sa secrétaire. Le comportement du père commençait non seulement à susciter des murmures, mais aussi des regards de suspicion pure. Comment peut-il être si froid ? Sa femme vient à peine d'être enterrée et il planifie déjà des réunions, pensa-t-il. Le jour des funérailles se termina en laissant plus que de la nostalgie et de la tristesse, il laissa également une graine de méfiance plantée dans le cœur de nombreuses personnes, en particulier Charlotte, qui connaissait bien la famille. Alors qu'elle tenait Marc dans ses bras, elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait vraiment pas dans cette histoire. Le comportement de Jimmy était plus qu'inapproprié, il était perturbant. « Il y a quelque chose de très étrange ici », pensa-t-elle en essayant de calmer le garçon en pleurs dans ses bras. La mort soudaine d'une femme riche et influente comme Kimberly ne pouvait pas passer inaperçue dans la haute société mexicaine.
Le manoir familial, autrefois lieu de joie et d'amour pour Mark, était maintenant envahi par la police et les enquêteurs, fouillant chaque pièce à la recherche de réponses. Jimmy restait dans son bureau, répondant promptement à chaque demande des enquêteurs, sa posture impeccable contrastant avec l'atmosphère tendue qui s'était installée dans la maison. À l'étage, Mark observait tout ce mouvement depuis sa fenêtre, serrant l'ours en peluche que sa mère lui avait offert pour son dernier anniversaire. Charlotte essayait de tenir le garçon éloigné de tout ce tumulte, mais il était impossible de lui cacher que quelque chose de sérieux se passait. Les yeux vigilants de l'enfant captaient chaque détail, chaque geste, chaque regard échangé entre les enquêteurs qui allaient et venaient du bureau de son père. L'enquêteur principal, un homme au regard sévère et pénétrant, passa des heures dans le bureau avec Jimmy, posant des questions et encore des questions. Le son de leur voix passait à travers les murs épais du manoir, atteignant les oreilles attentives de Mark comme des murmures indéchiffrables. « Monsieur Jimmy, nous devons comprendre chaque détail des derniers jours de votre femme. Avez-vous remarqué un changement dans son comportement? Des symptômes avant le jour de sa mort? » Les allées et venues dans la maison s'intensifiaient à chaque heure qui passait. Les experts arrivaient et repartaient, apportant du matériel et des matériaux pour analyse. Jimmy maintenait une collaboration impeccable, fournissant tous les documents demandés et répondant à chaque question avec une précision chirurgicale. Son calme et sa volonté d'aider semblaient plus adaptés à un cadre de réunion d'affaires qu'à un veuf en pleine enquête. Mark, caché en haut des escaliers, observait son père guider les enquêteurs à travers la maison avec la même allure qu'il utilisait pour montrer le manoir aux visiteurs importants. Chaque geste calculé de Jimmy, chaque mot mesuré faisait se serrer un peu plus le cœur du garçon. Pourquoi papa agit-il comme s'il était dans une de ses réunions de travail? Pourquoi ne semble-t-il pas triste comme moi? La journée avançait et l'enquête s'intensifiait. Davantage d'experts arrivaient, plus de questions étaient posées, plus d'échantillons étaient collectés. Jimmy maintenait sa routine de travail presque normale, alternant entre assister les enquêteurs et passer ses appels professionnels. Sa capacité à garder son calme au milieu de cette scène d'enquête attirait des regards intrigués de la part des officiers de police. La nuit commençait à tomber sur le manoir, mais l'activité ne diminuait pas. Mark, épuisé par tant d'observations et tentant de comprendre ce qui se passait, fut couché par Charlotte avant de s'endormir. Avant de s'endormir, il entendit encore une fois la voix contrôlée de son père répondant à de nouvelles questions des enquêteurs. « Oui, bien sûr, vous pouvez prendre tous les documents dont vous avez besoin. Je suis disponible pour clarifier tout doute, dit-il. » Le dernier enquêteur quitta la maison tard dans la nuit, portant des dossiers, des documents et des échantillons. Jimmy resta dans son bureau, organisant des papiers comme si ce n'était qu'une autre journée de travail normale. À l'étage, Mark finit par s'endormir, ses dernières larmes mouillant encore l'oreiller, tandis que dans son esprit enfantin, les premiers doutes sur le comportement de son père commençaient à se former. Le matin venait à peine de commencer lorsque le son des voitures de patrouille brisa le silence du manoir. Mark se réveilla, surpris par le bruit, et courut à la fenêtre, voyant plusieurs voitures de police se garer devant la maison. Son petit cœur commença à battre plus vite lorsqu'il vit des officiers armés sortir des véhicules. Charlotte entra rapidement dans sa chambre, essayant de le tirer de la fenêtre. « Viens, mon petit, allons prendre ton petit déjeuner dans la cuisine, » dit-elle. Le son de la sonnette retentit dans la maison, suivi de voix rauques et de pas lourds. Mark échappa les bras de Charlotte et courut dans le couloir, arrivant à temps pour voir son père se faire menotter dans le salon. Jimmy maintenait la même expression froide que toujours pendant que les officiers lui lisaient ses droits. L'enquêteur principal, avec un document officiel à la main, déclara à haute voix. « Monsieur Jimmy, vous êtes prévenu d'emprisonnement préventif en tant que principal suspect dans la mort de votre épouse, Kimberly. » Mark sentit ses jambes s'affaiblir et tomba à genoux en haut des escaliers, son monde déjà brisé par la perte de sa mère s'effondrant complètement alors qu'il regardait son père se faire emmener par la police. Les larmes de Mark commencèrent à couler de manière incontrôlable alors qu'il hurlait. « Papa, ne prends pas mon père. J'ai déjà perdu maman, je ne peux pas le perdre aussi. S'il te plaît, ne l'emmène pas, Jimmy. » Même menotté, Mark gardait une posture droite et un comportement imperturbable. Ses yeux croisèrent ceux de Jimmy un bref instant, mais il n'y avait aucun signe d'émotion ou de préoccupation face à la détresse de son fils. L'avocat de la famille arriva en catastrophe, essayant de calmer la situation. « Mark, ne t'inquiète pas, ton père sera bientôt à la maison. Ce n'est qu'une procédure standard dans l'enquête. » Charlotte serra Mark contre elle, tentant de le protéger de cette scène traumatisante. Le garçon se débattait dans ses bras, voulant courir vers son père,
vouloir les empêcher de l'emmener. Les sanglots de l'enfant résonnaient dans la maison alors qu'il suppliait. « Papa, dis-leur que tu n'as rien fait, dis que tu n'as pas blessé maman, s'il te plaît, dis quelque chose. » Les voisins commencèrent à se rassembler dehors, attirés par l'activité policière. Marc pouvait entendre les murmures et les commentaires à travers les fenêtres ouvertes. Des gens pointaient du doigt, murmuraient, certains prenaient des photos avec leur téléphone portable. La honte et la peur se mêlaient dans le petit cœur de Marc alors qu'il regardait son père être mis dans la voiture de police. L'avocat de la famille tenta de garder le contrôle de la situation, parlant rapidement au téléphone et donnant des instructions à son assistant. Il s'approcha de Marc, essayant d'expliquer en des mots simples ce qui se passait. « Ton père doit aider la police à comprendre certaines choses sur ce qui est arrivé à ta mère. Il sera bientôt de retour à la maison, je te le promets. En attendant, Charlotte s'occupera de toi. » La maison, déjà vide sans la présence de Kimberly, devenait maintenant un endroit encore plus sombre pour Marc. Il refusait de quitter les bras de Charlotte, son petit corps tremblant à chaque nouveau bruit, chaque nouvelle voix qu'il entendait. La peur d'être complètement seul dans le monde le consumait. « Charlotte, et si mon père ne revient pas? Et s'il ne le laisse pas rentrer? Que va-t-il m'arriver » La journée s'étira douloureusement. Marc resta assis sur les escaliers, les yeux fixés sur la porte d'entrée, attendant à tout moment de voir son père revenir. Charlotte tenta de le faire manger quelque chose, mais le garçon refusa de quitter son poste de guet. Les heures passèrent et l'absence de Jimmy pesait de plus en plus sur la maison silencieuse. Le téléphone ne cessait de sonner. Journalistes, amis de la famille, personnes importantes cherchaient des informations sur l'arrestation de Jimmy. Charlotte filtra tous les appels, protégeant Marc des harcèlements extérieurs. Le garçon pouvait entendre des fragments des conversations. « Marc, nous nous en occupons. » « Non, nous n'avons aucune idée de quand Monsieur Jimmy reviendra. » Le soleil commençait déjà à se coucher lorsque l'avocat de la famille retourna au manoir avec la nouvelle tant attendue. Jimmy avait obtenu le droit de répondre à la procédure en liberté. Marc, qui n'avait pas quitté son poste sur les escaliers, sentit son cœur s'emballer en entendant le bruit de la voiture de son père entrant dans le garage. Le garçon courut vers la porte, les jambes flageolantes de fatigue après une journée entière sans bien manger. Jimmy entra dans la maison comme s'il revenait d'une journée de travail normale. Son costume restait impeccable, sa posture aussi droite que jamais. Il n'y avait aucun signe sur son visage du traumatisme d'avoir passé des heures détenu au poste de police. Ses yeux rencontrèrent ceux de Marc, qui s'était arrêté à mi-chemin, soudain hésitant. L'avocat fit rapidement ses adieux, laissant le père et le fils seuls à l'entrée du manoir. Marc sentit son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir exploser. Ses petites mains se serrèrent fermement alors qu'il tentait de rassembler le courage pour poser la question qui le tourmentait. Charlotte observait la scène depuis la porte de la cuisine, son cœur se serrant à cause de la tension qui planait dans l'air. Finalement, d'une voix tremblante, Marc réussit à demander « Papa, tu as blessé maman? C'est pour ça que la police t'a pris ?» Le silence qui suivit la question sembla peser des tonnes. Jimmy ajusta sa cravate et fit un geste que Marc connaissait bien, s'approchant de son fils. Il s'agenouilla pour être au niveau des yeux avec le garçon, quelque chose qu'il faisait rarement. Sa voix sortit douce et contrôlée alors qu'il regardait directement dans les yeux effrayés de son fils. « Marc, j'aimais ta mère, je ne ferai jamais rien pour lui faire du mal. La police s'est trompée, mais tout sera bientôt éclairci. Tu crois en ton père, n'est-ce pas ?» Il y avait quelque chose dans les yeux de Jimmy que Marc n'avait jamais remarqué auparavant, une lueur étrange et différente qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Le garçon voulait désespérément croire les paroles de son père, voulait se jeter dans ses bras et sentir qu'il avait encore quelqu'un au monde pour le protéger. Mais quelque chose en lui, une petite voix qui ressemblait beaucoup à celle de sa mère, le fit hésiter. Jimmy se leva, lissant les plis inexistants de son costume. Sa voix prit un ton plus ferme, presque professionnel. « Allez, prends ton bain et prépare-toi pour te coucher. Demain sera un nouveau jour et nous devons maintenir notre routine normale. » Charlotte prépara quelque chose de léger pour son dîner. Le père se dirigea vers son bureau, laissant Marc debout au même endroit, ses doutes grandissant comme des ombres au crépuscule. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Marc ne put dormir. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs des derniers jours. Le comportement froid à l'hôpital, l'indifférence aux funérailles, le calme effrayant lors de l'arrestation. Dans son cœur d'enfant, une certitude commençait à se former. Son père avait menti. En regardant dans ses yeux, Charlotte entra silencieusement dans la chambre pour vérifier si Marc dormait.
Elle trouva le garçon recroquevillé sur son lit, serrant contre lui l'ours en peluche que Kimberly lui avait offert, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Du bas de l'escalier, on entendit Jimmy au téléphone, sa voix calme et professionnelle discutant à faire comme si de rien n'était. La chambre de Mark, autrefois lieu de contes heureux et de doux rêves racontés par sa mère, semblait maintenant un espace étrange et effrayant. Les ombres sur les murs semblaient danser, formant des formes qui lui rappelaient ses peurs les plus profondes. Dans son esprit d'enfant, déjà marqué par la tragédie, une question se formait. Si son père avait menti à ce sujet, que pouvait-il encore cacher ? Mark se leva silencieusement de son lit et marcha jusqu'à la fenêtre. La lune illuminait le jardin où il jouait autrefois avec sa mère, maintenant un espace vide rempli de souvenirs douloureux. Ses yeux captèrent la silhouette de son père dans le bureau, la lumière encore allumée à cette heure de la nuit. Jimmy parlait au téléphone, gesticulant comme s'il était dans l'une de ses importantes réunions d'affaires. Le garçon retourna à son lit, mais le sommeil ne vint pas. Dans sa tête, une pensée commençait à prendre forme, une pensée trop terrible pour un enfant de son âge, mais qu'il ne pouvait ignorer. Il devait découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à sa mère, même si cette vérité était trop effrayante pour être supportée. Le silence de la nuit fut brisé par le bruit de papier remué dans le bureau de Jimmy. Mark pouvait imaginer son père en train d'organiser des documents, de passer des appels, agissant comme si le monde ne s'était pas effondré. Dans son cœur brisé, une décision se forma. Il découvrirait ce qui était réellement arrivé à sa mère, peu importe le coût. Les jours qui suivirent la mort de Kimberly apportèrent des changements profonds au manoir. Mark observait avec ses yeux d'enfant perspicace comment son père transformait la maison en un environnement de plus en plus froid et professionnel. Les photos de Kimberly, autrefois accrochées au mur avec ses sourires chaleureux, étaient discrètement retirées une à une, comme si Jimmy essayait d'effacer tout souvenir de son existence. Pendant les matins, le bruit des réunions en ligne résonnait dans le couloir venant du bureau de Jimmy. Mark pouvait entendre la voix ferme et professionnelle de son père discuter des chiffres et des affaires comme si de rien n'était. Il n'y avait aucune trace de tristesse ou de deuil dans sa voix, aucun moment de faiblesse ou de nostalgie. Le garçon s'asseyait en haut des escaliers, serrant ses genoux, essayant de comprendre comment son père pouvait simplement passer à autre chose alors qu'il pouvait à peine respirer de tant de douleur. Charlotte essayait de maintenir une certaine normalité dans la routine de Mark, préparant ses repas préférés et s'occupant de lui avec l'affection maternelle que Jimmy semblait incapable de montrer. Pendant le petit déjeuner, Mark regardait son père lire des rapports financiers tout en buvant son café sans même lever les yeux pour remarquer que son fils ne touchait guère à sa nourriture. « Papa, tu ne penses pas à maman ? Elle faisait toujours des crêpes spéciales pour nous le dimanche. » Les visites des cadres et des avocats devenaient de plus en plus fréquentes au manoir. Jimmy les recevait dans son bureau, toujours impeccablement habillé comme s'il célébrait des affaires au lieu de pleurer la perte de sa femme. Mark jetait un coup d'œil à ces réunions par le trou de la porte, remarquant comment son père souriait et discutait animément des investissements et des transactions, tandis que les vêtements de sa mère restaient intacts dans son placard. La nuit, lorsqu'il aurait dû être un moment pour être avec son fils, Jimmy se verrouillait dans son bureau avec des piles de documents et des appels sans fin. Mark restait dans sa chambre, entendant la voix lointaine de son père à travers les murs, discutant de choses qu'il ne comprenait pas mais qui semblaient bien plus importantes que la souffrance de son propre fils. Charlotte se demandait, pourquoi papa ne vient-il plus me border comme il le faisait avec maman ? La gouvernante observait avec une inquiétude grandissante les changements dans la maison. Les espaces autrefois remplis de la musique et des rires de Kimberly étaient maintenant envahis par un silence mortel, brisé seulement par le bruit des négociations et des réunions. Elle voyait souvent Mark debout devant le dernier portrait de sa mère dans le salon, ses petites mains touchant le verre comme s'il pouvait sentir la chaleur de son sourire à travers la photographie. Un matin, Mark trouva plusieurs cartons empilés dans le couloir. Son cœur se figea en découvrant qu'ils contenaient les affaires personnelles de sa mère, emballées pour être données. Jimmy avait engagé une entreprise spécialisée pour organiser la maison, comme il l'expliquait froidement. Le garçon se précipita dans l'un des cartons, sauvant désespérément le parfum préféré de sa mère, cette odeur qui le faisait se sentir comme si elle était encore là. « Papa, s'il te plaît, ne prends pas les affaires de maman, comment vais-je me souvenir de son parfum ? Comment vais-je me souvenir d'elle ?» Les jours se transformèrent en semaines et le comportement de Jimmy devint de plus en plus orienté vers les affaires et moins axé sur son rôle de père. Les repas partagés étaient silencieux et rapides, Jimmy vérifiant constamment son téléphone ou prenant des notes dans son agenda. Mark observait son père consulter des tableaux et des graphiques pendant le dîner,
au même endroit où sa mère racontait des histoires et faisait des plans pour l'avenir de la famille. La dernière pièce de Kimberly à être modifiée fut son atelier de peinture. Mark y passait des heures, sentant les peintures utilisées par sa mère, se remémorant les moments où elle lui apprenait à mélanger les couleurs et à créer de petites œuvres d'art. Un matin, il se réveilla au bruit des gens transformant l'espace en une autre salle de réunion. Jimmy supervisait le changement avec son expression pragmatique habituelle, vérifiant si le mobilier de bureau s'intégrerait parfaitement dans l'espace précédemment occupé par l'esquisse et les toiles de sa femme. Les nuits devenaient le moment le plus difficile pour Mark. Allongé dans son lit, il pouvait entendre son père descendre le couloir, passant des appels téléphoniques en chuchotant, complètement absorbé par ses affaires. Le garçon serrait fort le dernier cadeau que sa mère lui avait donné, essayant de comprendre comment son père avait pu se transformer en un étranger si rapidement. Dans son cœur d'enfant, non seulement la douleur du manque grandissait, mais aussi une méfiance qui le faisait peur. Mark avait pris l'habitude de suivre silencieusement son père dans la maison, essayant de comprendre son comportement de plus en plus étrange. Cet après-midi-là, alors qu'il marchait pieds nus dans le couloir, il entendit la voix de Jimmy venant du bureau. La porte était entr'ouverte, lui permettant d'écouter une conversation qui fit battre son petit cœur à tout rompre. « Oui, je dois que le transfert soit fait le plus vite possible, nous ne pouvons plus attendre. Les fonds doivent être déplacés avant que quelqu'un ne commence à poser des questions gênantes. » Aussi discrètement que possible, Mark se rapprocha de la porte du bureau. Son père faisait les 100 pas, gesticulant avec le téléphone à la main, sa voix prenant un ton que le garçon n'avait jamais entendu auparavant. « Je m'en fiche de ce que tu dois faire, trouve un moyen de transférer tout l'argent sur les comptes que je t'ai donnés. Oui, tous, et je ne veux aucun enregistrement de ces transactions, compris ?» Le cœur de Mark battait si fort qu'il craignait que son père ne l'entende. Jimmy poursuivit sa conversation, de plus en plus agité. « Écoute bien, personne ne peut savoir pour ces transactions, surtout maintenant que… Eh bien, tu sais, les enquêtes ne sont pas encore terminées et nous ne pouvons laisser aucune trace. Fais-le comme je t'ai expliqué. » Charlotte passa dans le couloir et vit Mark accroupi près de la porte du bureau. Elle fit signe de l'appeler, mais le garçon mit son doigt sur ses lèvres, suppliant le silence. La gouvernante hésita, déchirée entre sa loyauté envers la mémoire de Kimberly et son devoir envers Jimmy. Elle décida de continuer sa route, faisant semblant de ne rien avoir vu, mais son cœur se serrait après cette scène. La voix de Jimmy devint de plus en plus tendue. « Les documents que je t'ai envoyés ne sont que la première partie, il y a beaucoup plus à transférer. Demain, je te remettrai le reste, mais souviens-toi, absolute confidentialité. Je ne veux aucun dossier officiel de ces transactions. » Mark sentit ses jambes trembler alors qu'il essayait de comprendre ce que tous ces mots signifiaient. Soudain, Jimmy fit une pause dans sa conversation. Le silence qui suivit était terrifiant. Mark retint son souffle en réalisant que son père avait remarqué une ombre sous la porte, sa propre ombre. Les pas de Jimmy commencèrent à s'approcher lentement de l'entrée du bureau. Le garçon tenta de reculer, mais ses pieds semblaient collés au sol. La porte s'ouvrit complètement, révélant Jimmy avec une expression que Mark n'avait jamais vue auparavant. Ses yeux, habituellement froids et distants, brillaient maintenant de quelque chose de proche de la fureur. Il tenait toujours le téléphone, mais sa voix était contrôlée lorsqu'il dit « Je te rappellerai pour terminer cette conversation ». Le garçon sentit un frisson lui parcourir l'échine alors que son père raccrochait le téléphone sans détourner les yeux de lui. Mark tenta de s'expliquer, ses mots tremblants et brouillés. « Papa, je cherchais juste à te montrer mes devoirs. » Jimmy resta immobile dans l'embrasure de la porte, son expression se transformant en un masque de colère contenue. Le silence entre eux était assourdissant, la tension dans le couloir palpable. Mark pouvait sentir une sueur froide couler le long de son dos alors que son père le regardait avec un mélange de fureur et de calcul. Jimmy brisa enfin le silence, sa voix tranchante comme de la glace. « Depuis combien de temps es-tu là, Mark ? Qu'as-tu entendu exactement ?» La peur que Mark ressentait à ce moment-là était différente de tout ce qu'il avait jamais vécu. Ce n'était pas comme la peur des monstres sous le lit ou des orages pendant une tempête. C'était une peur viscérale réelle qui faisait tourner son estomac et trembler ses jambes. Le regard de son père n'était plus celui d'un père, mais celui d'un étranger dangereux. L'expression de Jimmy changea soudainement, comme si un masque avait été placé sur son visage. Il prit Mark par le bras et le mena fermement à l'étage, ses doigts serrant avec une force que le garçon n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu m'as espionné, Mark ? Ta mère ne t'a-t-elle pas appris que c'est mal ?
La mention de Kimberly dans la voix froide de Jimmy fit encore plus mal au cœur du garçon. Charlotte entendit les pas précipités et sortit de la cuisine, observant impuissante Jimmy traîner Mark à l'étage. Le garçon la regarda avec des yeux effrayés, suppliant silencieusement de l'aide. La gouvernante n'avait jamais vu Jimmy agir ainsi envers son fils, et son cœur se serra à cette vue. Arrivé dans la chambre de Mark, Jimmy commença à rassembler systématiquement tous les jouets, jeux et livres du garçon. « Puisque tu veux agir comme un espion, tu apprendras que les actions ont des conséquences, » dit-il, sa voix empreinte d'une froideur glaçante. Mark regardait, paralysé, son père vider les étagères, laissant la chambre aussi vide que son cœur à cet instant. Le dernier objet à être enlevé fut l'ours en peluche que Kimberly avait offert à Mark pour son dernier anniversaire. En le prenant, le garçon ne put retenir ses larmes. « Papa, s'il te plaît, pas celui-là, c'était le dernier cadeau de maman. » Mais son père ignora ses supplications, prenant le dernier fil de réconfort laissé pour son fils. « Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu apprennes à ne pas te mêler des affaires des adultes, » déclara Jimmy, sa voix métallique et sans émotion. « Pas de jouets, pas de jeux, rien. Peut-être alors tu apprendras ta leçon. » Le bruit de la clé tournant dans la serrure résonna dans la pièce comme une sentence finale, laissant Mark seul dans un espace qui ressemblait maintenant à une prison. Dehors, Charlotte s'appuya contre le mur du couloir, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Les derniers mots de Kimberly résonnaient dans son esprit, lui demandant de toujours protéger son fils. « Mon Dieu, pardonne-moi, Madame Kimberly, pardonne-moi de ne pas avoir pu faire plus », murmura-t-elle à travers des sanglots étouffés. Mark s'assit par terre dans sa chambre vide, serrant ses genoux. Les murs, autrefois décorés de ses dessins et affiches, semblaient maintenant se refermer sur lui. Du bas de l'escalier, il pouvait entendre son père reprendre ses appels mystérieux, comme si punir son fils n'était qu'un autre élément à cocher sur sa liste de tâches. Dans sa solitude, Mark commença à relier les points dans son esprit d'enfant, les appels suspects concernant les transferts, le comportement froid de son père depuis la mort de sa mère et maintenant cette punition disproportionnée. Quelque chose n'allait pas, quelque chose que son père voulait désespérément cacher. La chambre, autrefois un havre de joie et de jeu, était devenue une cellule solitaire. Mark rampa jusqu'à la fenêtre, regardant le soleil se coucher à l'horizon, des larmes coulant silencieusement sur son visage en pensant à sa mère. Dans son cœur brisé, une certitude commençait à se former. Il devait découvrir ce que son père cachait, même si cela signifiait affronter plus de punitions. Cette nuit-là, allongé dans son lit sans son ours en peluche à serrer, Mark fit une promesse silencieuse à sa mère. « Maman, je vais découvrir la vérité, peu importe combien de fois il me punira. Je vais découvrir ce que papa cache, je le promets. » La chambre vide serait un rappel constant de cette promesse et du danger que représentait son propre père. Le matin suivant la punition, Jimmy partit tôt pour une série de réunions, laissant Mark sous la garde de Charlotte. Le garçon resta dans sa chambre vide, encore ancré dans sa peine, jusqu'à ce qu'il entende un léger coup à la porte et la voix familière de la gouvernante. « Mark, mon petit, ton père est déjà parti. Je vais ouvrir la porte pour que tu puisses prendre ton petit déjeuner. » Le bruit de la clé tournant dans la serrure apporta un petit soulagement au cœur lourd du garçon. Charlotte travaillait pour la famille depuis avant la naissance de Mark. Kimberly la considérait bien plus qu'une gouvernante, elle était sa confidente, son amie et sa compagne pendant les longues après-midi où Jimmy se consacrait à ses affaires. Elle connaissait chaque recoin de cette maison, chaque histoire, chaque secret partagé avec sa précédente maîtresse. En voyant Mark assis seul dans sa chambre vide, son cœur se serra d'une douleur qui dépassait la compassion. La cuisine avait toujours été le refuge préféré de Mark au manoir. C'est là que Charlotte et Kimberly préparaient des plats mexicains typiques, remplissant la maison d'arômes réconfortants et joyeux. Ce matin-là, la gouvernante avait préparé du chocolat chaud et des peines dulces, comme Kimberly le faisait toujours lorsque Mark était triste. « Viens, mon petit, tu dois manger. Ta mère ne me pardonnerait jamais si je te laissais partir affamé. » Alors que Mark mangeait en silence, Charlotte s'affairait dans la cuisine, lançant des regards inquiets au garçon. Ses petites mains tremblaient alors qu'il tenait la tasse, et ses yeux, habituellement si brillants et vifs, étaient ternes de tristesse. La punition avait laissé des marques profondes, non pas sur son corps, mais sur son âme. « Tu sais, Mark, ta mère disait toujours que tu avais un cœur aussi grand que le ciel de Philadelphie. Elle était tellement fière de voir à quel point tu es sensible et observateur, » dit Charlotte. Les mots de la gouvernante sur Kimberly firent couler des larmes dans les yeux de Mark. Elle s'approcha, l'enveloppant dans une étreinte maternelle dont il avait tant besoin.
L'odeur de ses vêtements mélangés aux arômes d'épices de la cuisine lui rappelait vaguement les câlins de sa mère. « Charlotte, pourquoi papa a-t-il pris même mon ours en peluche? C'était le seul qui me faisait sentir que maman était proche de moi. » Charlotte s'assit à côté de Mark, ses mains calleuses par des années de travail tenant fermement les petites mains du garçon. Elle savait qu'elle devait être forte pour lui, tout comme elle l'avait promis à Kimberly tant de fois. « Mon chéri, parfois les adultes font des erreurs quand ils sont en colère ou effrayés. Ton père a changé depuis que ta mère est partie, mais tant que je suis là, tu ne seras jamais seul. » La matinée passa et Charlotte garda Mark près d'elle tout en accomplissant ses tâches quotidiennes. Le garçon la suivait à travers la maison comme une petite ombre, la regardant nettoyer et organiser les pièces, tout comme il le faisait lorsqu'il accompagnait sa mère. Dans chaque pièce, il y avait un souvenir de Kimberly qui faisait mal à son cœur. Le piano qu'elle jouait, les pinceaux qu'elle utilisait pour peindre, le jardin qu'elle entretenait avec tant de soin. Pendant le déjeuner, Charlotte prépara les plats préférés de Mark, essayant d'apporter un peu de réconfort à travers la nourriture, tout comme Kimberly l'avait toujours fait. En mangeant, elle racontait des histoires des premières années de Mark, comment sa mère passait des heures à le bercer, comment ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'il apprenait quelque chose de nouveau. « Ta mère disait toujours que tu étais son petit miracle, Mark. Elle voyait une lumière spéciale en toi. » L'après-midi apporta une pluie douce qui tapotait les fenêtres du manoir, créant une mélodie mélancolique qui correspondait à l'humeur de ses occupants. Charlotte trouva Mark debout devant le dernier portrait de Kimberly dans la maison, ses petites mains touchant le verre comme s'il pouvait sentir la chaleur de sa mère à travers. « Elle veille sur toi depuis le ciel, mon petit, et tant que je suis là, je prendrai soin de toi sur terre, comme elle me l'a demandé. » La journée passa lentement, remplie du silence réconfortant qui n'existe que parmi les personnes partageant la même douleur. Charlotte remarqua que Mark semblait vouloir lui dire quelque chose d'important, mais qu'il ne trouvait pas encore les mots justes. Elle pouvait voir dans ses yeux le poids d'un secret trop grand pour qu'un enfant le porte seul. « Quand tu seras prêt à parler, mon petit, je serai là pour t'écouter. Ta mère disait toujours que parfois, nous avons juste besoin de quelqu'un pour nous écouter. » Le crépuscule commença à peindre le ciel de nuances orangées lorsque Mark trouva enfin le courage de partager ses pensées avec Charlotte. Ils étaient dans la cuisine où la gouvernante préparait des tamales, une activité qu'elle faisait autrefois avec Kimberly. Le garçon s'assit sur le tabouret haut, ses pieds se balançant nerveusement dans les airs alors qu'il rassemblait son courage pour parler. « Charlotte, je dois te dire quelque chose, mais j'ai peur, » dit-il. La gouvernante arrêta ce qu'elle faisait, essuya ses mains sur son tablier et s'assit à côté de Mark. Il y avait quelque chose dans le ton de la voix du garçon qui lui fit réaliser que cette conversation ne serait pas ordinaire. « Tu peux me parler, mon petit. Tu sais que tu peux me faire confiance, tout comme ta mère me faisait confiance. » Les yeux de Mark se remplirent de larmes alors qu'il luttait pour trouver les mots justes. Il commença à lui parler des appels mystérieux qu'il avait entendus, des transferts suspects et du comportement étrange de son père. Sa voix tremblait alors qu'il racontait comment Jimmy avait agi de manière froide depuis la mort de Kimberly, comment il semblait plus préoccupé par les documents et l'argent que par la perte de sa femme. « Charlotte, et si papa a fait quelque chose à maman? Il n'a jamais pleuré pour elle, n'a jamais montré de désir, et maintenant ces appels étranges. » Charlotte sentit un frisson lui parcourir l'échine en entendant les soupçons du garçon. Ses mains commencèrent à trembler légèrement alors que les souvenirs des derniers jours de Kimberly envahissaient son esprit. « Mark, c'est une accusation très sérieuse. Ton père pourrait agir étrangement à cause de la douleur. Parfois, les gens réagissent différemment quand ils perdent quelqu'un qu'ils aiment, » dit-elle en essayant de garder sa voix stable, bien que ses propres doutes commençaient à émerger. Le garçon continua, les larmes coulant sur son visage. « Mais Charlotte, tu as vu comment il m'a puni hier, juste parce que j'écoutais un appel. Pourquoi s'est-il mis en colère comme ça? S'il n'y avait rien de mal, pourquoi cache-t-il des choses? Maman disait toujours que les gens innocents n'ont rien à cacher. » Ces mots portaient une sagesse au-delà de ses oreilles. Les sons de la nuit commencèrent à envahir le manoir alors que Mark déversait toutes ses suspicions. Il lui parla de la découverte de son père en train de détruire des documents tard dans la nuit, des conversations téléphoniques chuchotées, de la façon dont il semblait soulagé plutôt que triste de la mort de Kimberly, et comment hier, quand il l'avait enfermé dans sa chambre, il l'avait entendu parler de transfert d'argent avant que quelqu'un ne découvre quelque chose. « Pourquoi a-t-il besoin de cacher de l'argent, Charlotte ?» La gouvernante écouta avec une inquiétude grandissante, se souvenant de petits détails qui autrefois semblaient insignifiants mais qui prenaient maintenant un nouveau sens. Les changements soudains dans la routine de Kimberly les semaines précédant sa mort,
les disputes chuchotées qu'elle avait entendues tard dans la nuit, les médicaments étranges qui avaient commencé à apparaître dans la maison. « Mon petit, es-tu sûr de ce que tu as entendu? Tu n'as pas pu te tromper, Mark ?» Charlotte demanda. Mark se leva du tabouret, ses yeux brillant d'une détermination effrayante pour un enfant de son âge. « Charlotte, je sais que ça paraît fou, mais quelque chose ne va vraiment pas. Papa n'a pas été le même depuis que maman est morte. En fait, il a commencé à changer avant et maintenant il veut se débarrasser de tout l'argent de maman. Je l'ai entendu dire ça. » La cuisine, normalement un lieu de confort et de joie, semblait s'être transformée en confessionnal où de sombres vérités étaient révélées. Charlotte regarda le garçon avec un mélange de peur et d'admiration, réalisant combien il avait grandi au milieu de la tragédie. « Mark, ce sont des soupçons très sérieux. Si tu as raison, cela signifie que… » Il ne put finir la phrase, le poids de la possibilité était trop grand. Les derniers rayons de soleil dirent adieu à l'horizon alors que Mark faisait sa révélation finale. « Charlotte, la veille que maman est morte, je l'ai entendue pleurer dans sa chambre. Elle était au téléphone avec quelqu'un, disant qu'elle avait découvert quelque chose de terrible et qu'elle ne savait pas quoi faire. Le lendemain, sa voix faiblit, des larmes coulant librement sur son visage, le silence qui a suivi était assourdissant. Charlotte sentit son cœur battre la chamade alors que les mots de Mark résonnaient dans son esprit, se connectant avec ses propres observations et souvenirs des derniers jours de Kimberly. La possibilité que le garçon présentait était trop terrible pour être ignorée mais trop effrayante pour être acceptée sans preuve. Charlotte resta silencieuse pendant quelques minutes, ses mains serrant nerveusement son tablier alors qu'elle traitait tout ce que Mark avait révélé. Des années de loyauté et de souvenirs avec Kimberly pesaient sur son cœur. Enfin, elle leva les yeux pour rencontrer le regard anxieux du garçon. « Mon cher, ta mère disait toujours que tu avais un don spécial pour voir la vérité. Et maintenant qu'on entend tout ça, certaines choses étranges qui se sont produites commencent à avoir un sens. » La cuisine, auparavant illuminée par le coucher du soleil, était maintenant plongée dans le crépuscule de la nuit précoce. Charlotte se leva pour allumer les lumières, son visage révélant une détermination que Mark n'avait jamais vue auparavant. « Ces derniers jours, avant que ta mère ne parte, elle était différente, anxieuse, inquiète. Une fois, je l'ai trouvée en train de pleurer dans le jardin, disant qu'elle devait te protéger à tout prix. » Mark regarda attentivement tandis que Charlotte parcourait la cuisine, se remémorant ses derniers moments avec Kimberly. « Ta mère a commencé à cacher des documents dans différents endroits, me demandant toujours de faire attention à tout ce qui se passait dans la maison. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi, mais maintenant… » Sa voix faiblit, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Un bruit lointain de voiture fit sursauter les deux. Ce n'était qu'un voisin rentrant chez lui, mais la peur momentanée révéla à quel point la situation était délicate. Charlotte s'approcha de Mark, lui tenant ses petites mains dans les siennes. « Nous devons être très prudents, mon garçon. Si tes soupçons sont corrects, ton père, eh bien, il pourrait être plus dangereux que nous l'imaginions. » Le bruit du téléphone résonna dans la maison vide, faisant sursauter les deux. C'était Jimmy, avertissant qu'il rentrerait tard encore une fois. Charlotte répondit avec sa voix la plus normale possible, l'assurant que Mark avait déjà dîné et se préparait pour aller se coucher. Après avoir raccroché, elle se tourna vers le garçon avec détermination dans le regard. « Je t'aiderai à découvrir la vérité. J'ai promis à ta mère que je prendrai toujours soin de toi, et c'est ce que je vais faire. » Mark sentit un mélange de soulagement et de peur en entendant les paroles de Charlotte. Soulagement de ne plus être seul dans ses soupçons, peur de ce qu'il pourrait découvrir. « Mais comment allons-nous faire? Papa se fâche juste en me voyant près de son bureau, » murmura le garçon en se souvenant de sa punition récente. Charlotte sortit une vieille clé de sa poche et la montra à Mark. « Ta mère m'a donné cette clé il y a longtemps, disant qu'un jour je pourrais en avoir besoin. C'est une copie de la clé du bureau de ton père. Je l'ai toujours portée avec moi, même sans savoir pourquoi. Maintenant, je comprends qu'elle se préparait à quelque chose comme ça. » Mark avait déjà pris le contrôle du manoir quand Charlotte et lui scellèrent leur pacte secret. « Nous devons être très intelligents et prudents, mon cher. Ton père ne doit soupçonner rien. Pendant la journée, nous agirons normalement, comme si de rien n'était, mais nous prêterons attention à tout. Chaque détail pourrait être important, » expliqua Charlotte. Le garçon serra Charlotte dans ses bras, ressentant pour la première fois depuis la mort de sa mère qu'il n'était pas complètement seul. La gouvernante rendit l'étreinte, lui murmurant à l'oreille, « Ta mère disait toujours que la vérité a une manière de sortir, peu importe le temps que ça prend. Nous découvrirons ce qui lui est arrivé, mon garçon, c'est promis. »
Avant de monter se coucher, Mark jeta un dernier regard à Charlotte. Ses paroles portaient une maturité au-delà de son âge. « Maman te faisait toujours confiance, dit-elle. Elle disait que tu n'étais pas seulement une employée, mais que tu faisais partie de notre famille maintenant, je comprends pourquoi. » Charlotte sentit son cœur se serrer, sachant qu'elle était sur le point d'entreprendre un voyage dangereux mais nécessaire. Dehors, les premières étoiles commençaient à briller dans le ciel sombre de Philadelphie. Quelque part, Charlotte pensait que Kimberly veillait sur eux, les guidant dans cette quête de vérité. La gouvernante serra la clé dans sa poche, ressentant le poids de la responsabilité qu'elle venait d'assumer. À partir de cette nuit, rien ne serait plus pareil. C'était un jeudi matin lorsque Jimmy annonça pendant le petit déjeuner qu'il devait voyager pour le travail. Il partirait après le déjeuner et ne reviendrait que tard dans l'après-midi. Mark échangea un regard significatif avec Charlotte pendant que son père, absorbé par son téléphone, ne remarquait pas la tension dans l'air. « Charlotte, prends soin de Mark et garde tout en ordre. Je ne veux pas de problème à mon retour, » dit Jimmy. Dès que la voiture de Jimmy disparut à travers les portes du manoir, Mark et Charlotte commencèrent leur mission. La gouvernante ferma toutes les rideaux de la maison, s'assurant que personne ne pourrait voir leurs mouvements de l'extérieur. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait la clé du bureau. « Mon garçon, nous devons être très rapides et prudents. Ton père est trop organisé, il remarquera si quelque chose est déplacé. » Le bureau de Jimmy était un environnement imposant, avec des étagères en bois sombre du sol au plafond et un lourd bureau en acajou au centre. L'odeur du cuir des meubles et du papier se mêlait au parfum coûteux que son père portait toujours. Mark n'y était jamais allé sans la présence autoritaire de son père, et maintenant l'endroit semblait encore plus intimidant. « Par où commençons-nous, Charlotte ? Il y a tellement de choses ici. » Charlotte avait nettoyé ce bureau des centaines de fois, connaissant l'organisation méticuleuse de Jimmy. Chaque dossier, chaque tiroir, chaque fichier a sa place spécifique. Ton père garde toujours les documents les plus importants dans le tiroir central du bureau, mais il est verrouillé. La clé doit être quelque part par ici, expliqua-t-elle en commençant à examiner les étagères derrière le bureau. Mark s'approcha de l'ordinateur de son père, le cœur battant. L'écran était verrouillé, mais il se souvenait avoir vu Jimmy taper le mot de passe plusieurs fois. Charlotte, je pense connaître le mot de passe de l'ordinateur. Papa utilise toujours la date d'un événement important, ses petites mains ont tapé la date de fondation de l'entreprise de son père et l'écran s'est déverrouillé pendant que Mark naviguait dans les fichiers de l'ordinateur. Charlotte a trouvé une petite clé cachée à l'intérieur d'un livre de comptabilité. Avec une extrême précaution, elle a ouvert le tiroir central du bureau. L'intérieur révélait des dizaines de dossiers organisés par date, tous identifiés avec l'écriture impeccable de Jimmy. Nous devons commencer par les dossiers les plus récents, ma chère, c'est là que tout ce qui concerne ta mère doit se trouver. Le silence du manoir n'était interrompu que par le bruit des papiers qui s'agitaient et du clavier de l'ordinateur. Mark a trouvé un dossier numérique appelé « Transferts spéciaux » qui était protégé par un autre mot de passe. Il a essayé diverses combinaisons de chiffres, des dates importantes de la famille, mais rien n'a fonctionné. Charlotte, il y a quelque chose ici que papa ne veut pas que personne voie, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Le temps passait vite pendant que les deux fouillaient le bureau. Charlotte a trouvé plusieurs documents concernant des virements bancaires et des entreprises étrangères, tous datés des dernières semaines avant la mort de Kimberly. Mark a continué à essayer différents mots de passe sur l'ordinateur, sa frustration grandissant à chaque tentative échouée. Et si on essayait l'anniversaire de ta mère à l'envers, a-t-il pensé à voix haute. Soudain, Charlotte a poussé une exclamation étouffée au fond de l'un des tiroirs. Elle a trouvé une enveloppe brune sans marque. À l'intérieur se trouvaient des ordonnances médicales et des factures d'une pharmacie de préparation. Son visage est devenu pâle en lisant le contenu. « Mon Dieu, nous devons documenter tout ça », a-t-elle murmuré, les mains tremblantes en tenant les papiers. Mark a finalement réussi à accéder au dossier protégé sur l'ordinateur et ses yeux se sont agrandis à ce qu'il a trouvé. Des feuilles de calcul détaillées montraient des mouvements financiers suspects, tous liés au compte personnel de sa mère. « Charlotte, viens voir ça, il y a plein de chiffres ici et le nom de maman apparaît partout. » L'horloge murale indiquait que 2 heures s'étaient déjà écoulées depuis qu'ils avaient commencé leur recherche. Le bureau, bien que tenu en ordre par eux, cachait des secrets de plus en plus sombres à chaque document trouvé, chaque fichier ouvert. L'énigme de la mort de Kimberly commençait à prendre forme, révélant une vérité plus terrible que ce qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Charlotte s'est approchée de l'ordinateur où Mark tenait les ordonnances médicales dans ses mains tremblantes. «
En plaçant les documents côte à côte avec les informations à l'écran, une histoire terrible a commencé à se former. Les dates des ordonnances coïncidaient parfaitement avec les virements bancaires, créant un schéma inquiétant qui faisait froid dans le sang des deux. Mon garçon, regarde ces dates. Chaque fois que ton père achetait ses médicaments, il transférait aussi de l'argent vers des comptes à l'étranger. Les yeux vigilants de Mark ont parcouru les feuilles de calcul sur l'ordinateur, reconnaissant des chiffres qu'il avait entendu son père mentionner au téléphone. Dans un dossier spécifique, il a trouvé des documents numérisés avec la signature de sa mère autorisant des virements bancaires. L'écriture de maman est différente dans ces signatures, on dirait que quelqu'un a essayé de copier sa manière d'écrire. Un fichier nommé « Protocole supplémentaire » a attiré l'attention de Charlotte. En l'ouvrant, ils ont trouvé une liste méticuleuse de substances chimiques et de leur dosage, accompagnée de notes sur leurs effets progressifs sur le corps. La femme de ménage qui avait été témoin de la détérioration de la santé de Kimberly a senti son estomac se nouer. C'est pour ça que ta mère devenait plus faible chaque jour, ces médicaments. Ils n'étaient pas destinés à traiter une maladie. Mark a trouvé des messages électroniques échangés entre son père et une pharmacie de préparation à l'étranger. Les messages, écrits en code qu'il pouvait partiellement déchiffrer, parlaient de composés qui ne laisseraient aucune trace. Joignait à cela des reçus de virements bancaires substantiels, il avait payé beaucoup d'argent pour ces médicaments. Charlotte, pourquoi quelqu'un paierait-il autant pour des médicaments qui faisaient du mal? Dans un dossier caché à l'intérieur d'un autre dossier, ils ont découvert des photos du coffre-fort de la chambre principale avec la porte ouverte, montrant les documents importants de Kimberly. Les dates sur les photos remontaient à des semaines avant sa mort. Charlotte reconnaissait certains des papiers. Ce étaient des documents que Kimberly disait toujours être sa garantie de sécurité. Sa mère gardait ces papiers comme un trésor. Elle disait que c'était sa protection contre quelque chose qu'elle n'a jamais pu me dire. L'ordinateur a également révélé une série de messages électroniques supprimés mais toujours présents dans la corbeille numérique, échangés avec des experts en toxicologie. Les enquêtes étaient toujours faites discrètement et théoriquement sur des substances qui seraient indétectables lors des examens post-mortem. Mark a senti son cœur se serrer en connectant les indices. Il a tout planifié, Charlotte, chaque détail. Un document particulièrement troublant montrait une altération du testament de Kimberly daté de seulement 2 semaines avant sa mort. Sa signature, comparée aux documents antérieurs, montrait des différences subtiles mais significatives. À côté, il y avait des notes sur comment reproduire l'écriture de Kimberly. Ton père a falsifié sa signature, ma chère. Il a changé le testament sans qu'elle le sache. Les preuves s'accumulaient comme les pièces d'un puzzle. Charlotte a trouvé les enregistrements des caméras de sécurité montrant Jimmy entrant dans la chambre de Kimberly tard dans la nuit, toujours les jours qui coïncidaient avec la détérioration soudaine de sa santé. C'est à ce moment-là qu'il lui donnait les médicaments. Mon garçon, ta mère lui faisait confiance, elle prenait tout ce qu'il disait, pensant que c'était des vitamines. Mark a découvert un dossier avec les dossiers médicaux complets de sa mère, y compris des tests qui n'avaient jamais été montrés aux médecins qui la soignaient. Certains résultats indiquaient la présence de substances étrangères dans son corps, mais ces tests n'étaient jamais parvenus aux médecins qui la traitaient. Il avait caché les tests qui pouvaient montrer qu'il l'empoisonnait. Charlotte, il n'a laissé personne découvrir. Le dernier fichier qu'ils ont trouvé était le plus dévastateur, un plan détaillé sur la manière de transférer toute la fortune de Kimberly vers des comptes à l'étranger après sa mort, incluant des moyens de contourner l'enquête policière. Jimmy avait planifié chaque étape, chaque mouvement, chaque alibi. La froideur des documents révélait une préméditation qui a fait que Charlotte a serré Mark contre elle, essayant de le protéger de l'horreur de cette découverte. Le bruit lointain d'une voiture entrant sur la propriété a fait que Charlotte et Mark se sont figés. Le bruit distinct du moteur de la voiture de Jimmy a résonné dans la cour, il revenait beaucoup plus tôt que prévu. « Vite, mon garçon, ton père ne doit pas nous trouver ici », a chuchoté Charlotte en panique, commençant à ranger frénétiquement les documents dans les tiroirs. Mark, le cœur battant la chamade, s'est précipité vers l'ordinateur pour effacer les traces de son enquête. Ses petites mains tremblaient alors qu'il fermait les dossiers et effaçait l'historique de navigation, comme il avait appris à l'école. Le bruit des pas de Jimmy à l'entrée de la maison se rapprochait. « Charlotte, il n'y a pas le temps de tout ranger. Que va-t-on faire avec les preuves ?» Avec une agilité née du désespoir, Charlotte a aidé Mark à rassembler les documents les plus importants, les ordonnances médicales, les reçus de virement et les papiers avec les signatures falsifiées. Le garçon a tout entassé dans sa chemise d'uniforme scolaire, créant une bosse qu'il devrait cacher d'une manière ou d'une autre.
Les pas de Jimmy résonnaient maintenant dans le couloir menant au bureau. Charlotte a rapidement vérifié que tout était remis à sa place d'origine. La clé du tiroir est retournée dans le livre, les dossiers étaient parfaitement alignés et l'ordinateur était de nouveau sur l'écran de verrouillage. Le bruit de la clé de Jimmy tournant dans la serrure de la porte d'entrée a glacé leur sang. « Par ici, cours dans ta chambre et ne fais pas de bruit », a ordonné Mark. Il s'est échappé par l'arrière du bureau tandis que Charlotte attrapait rapidement ses produits de nettoyage, prétendant finir de nettoyer la pièce. Le cœur du garçon battait si fort qu'il craignait que son père puisse l'entendre en montant les escaliers. Les documents cachés dans sa chemise bruissaient à chaque mouvement, semblant crier leur présence. La voix de Jimmy retentissait du bas des escaliers. « Charlotte, Mark, le garçon a réussi à atteindre sa chambre quelques secondes avant que son père n'arrive en haut des escaliers. Rapidement, il a glissé les documents sous le matelas et a attrapé un livre en prétendant le lire. Son cœur battait encore la chamade lorsqu'il a entendu les pas de son père approcher de sa chambre. Dans le bureau, Charlotte gardait son calme alors que Jimmy entrait, inspectant chaque détail de l'environnement avec ses yeux perçants. « Je terminais juste de nettoyer, monsieur. Je ne m'attendais pas à ce que vous reveniez si tôt », a déclaré Jimmy en s'approchant de son bureau, ses yeux scrutant la surface à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Charlotte a retenu son souffle alors qu'il tirait le tiroir central qui, quelques secondes plus tôt, avait contenu les preuves de son crime. Mark écoutait la conversation à travers la porte de sa chambre, priant pour que son père ne remarque rien de différent. Les documents cachés sous le matelas semblaient brûler, comme s'ils criaient leur présence. Chaque seconde de silence venant du bureau était une torture. « Tout est en ordre, monsieur ?» La voix de Charlotte semblait contrôlée, mais Mark pouvait détecter un léger tremblement de nervosité. Jimmy s'est assis à sa chaise, allumant l'ordinateur et tapant son mot de passe. Mark et Charlotte, dans différentes parties de la maison, retenaient leur souffle. S'ils décidaient de vérifier l'historique ou de remarquer des changements dans les fichiers, tout serait perdu. Le silence qui a suivi était assourdissant, brisé seulement par le doux son du démarrage de l'ordinateur. Finalement, la voix de Jimmy a coupé la tension. « Tout va bien, Charlotte. Vous pouvez finir votre travail. » Le soulagement a été momentanément partagé, car tous deux savaient qu'à partir de ce moment, chaque mouvement serait une danse dangereuse. Les preuves du crime de Jimmy étaient désormais cachées dans la chambre de son fils, transformant Mark en gardien d'un secret mortel. La vérité sur la mort de Kimberly était littéralement à quelques mètres de son meurtrier. La matinée a commencé avec l'arrivée de l'avocat de Jimmy au manoir. Mark a observé depuis les escaliers tandis que l'homme impeccablement vêtu était conduit au bureau de son père. Les deux hommes se sont salués avec une familiarité qui a fait serrer l'estomac du garçon. C'était le même avocat qui avait obtenu la libération de son père de prison quelques jours plus tôt. Depuis son poste d'observation, Mark pouvait entendre des fragments de la conversation venant du bureau. Son père et l'avocat discutaient des stratégies et des possibilités avec la même désinvolture qu'ils planifiaient un dîner d'affaires. La voix de Jimmy semblait confiante. « Il n'y a rien qui puisse nous nuire, tous les documents sont en ordre et il n'y a aucune preuve concrète contre moi. » Charlotte servait du café aux deux hommes, saisissant chaque moment pour recueillir des informations importantes. Elle a remarqué comment l'avocat étalait divers papiers sur la table, tous liés au procès à venir. « Monsieur Jimmy, le juge a programmé l'audience dans 2 semaines. Nous devons nous assurer que tout est parfaitement aligné d'ici là, » a-t-il expliqué méthodiquement en organisant les documents. Jimmy s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre de son bureau, sa posture révélant une confiance frôlant l'arrogance. « L'important, c'est que rien ne puisse mal tourner. J'ai déjà perdu trop de temps avec cette histoire, je dois me concentrer sur les affaires liées à la mort de Kimberly. Je dois réorganiser tous les actifs de la famille, » a-t-il déclaré. La froideur avec laquelle il parlait de sa défunte épouse a fait frissonner Charlotte alors qu'elle ramassait les tasses vides. L'avocat a continué d'expliquer sa stratégie. L'absence de preuves physiques est notre plus grand avantage. Sans preuve concrète d'un crime, l'affaire sera classée pour insuffisance de preuves. Mais nous devons nous assurer que rien ne remonte avant le procès qui pourrait compromettre notre défense. Mark, toujours caché, a senti son cœur s'accélérer à la pensée des documents qu'il gardait dans sa chambre. La réunion a duré des heures, les deux hommes discutant de chaque détail de la procédure. Jimmy prenait occasionnellement des notes dans son carnet noir couvert, le même que Mark l'avait vu consulter les nuits après la mort de sa mère. « Il y a un autre problème que nous devons résoudre, » a dit Jimmy, sa voix prenant un ton plus sérieux. « C'est à propos de mon fils Mark. Il a été trop curieux ces derniers temps, posant des questions gênantes.
L'avocat a ajusté ses lunettes, se penchant en avant sur la table avec un intérêt qui pourrait poser problème. Les enfants ont tendance à être très observateurs, et tout commentaire de sa part pourrait mettre en péril notre stratégie. Jimmy a hoché la tête, son visage affichant une inquiétude calculée. J'ai déjà pensé à une solution pour cela. Je vais l'envoyer dans un camp d'été jusqu'à ce que tout cela soit terminé. Mark a ressenti un frisson le long de sa colonne vertébrale en entendant les mots de son père. Ses petites mains ont serré fermement la rampe de l'escalier alors qu'il essayait de contrôler sa respiration pour éviter d'être découvert. Le plan de son père était de l'envoyer loin, précisément maintenant qu'il avait les preuves de son crime en sa possession. Les deux hommes ont continué leur réunion, discutant maintenant de la manière de présenter Jimmy au jury. Un père dévoué, un homme d'affaires respecté, un veuf souffrant de la perte de sa femme. Chaque détail était méticuleusement planifié, comme une pièce de théâtre où tous les rôles étaient parfaitement répétés. Nous montrerons comment vous avez toujours été un mari exemplaire, comment vous vous êtes soucié de Kimberly jusqu'à la fin, a suggéré l'avocat, ignorant l'ironie cruelle de ces mots. La matinée s'était transformée en après-midi lorsque l'avocat s'est finalement préparé à partir. Avant de partir, il a fait une dernière recommandation. Gardez tout sous contrôle jusqu'au procès. Jimmy, pas de surprise, rien de non planifié. Et en ce qui concerne le garçon, plus il est éloigné de ce processus, mieux c'est. Jimmy a accompagné l'avocat jusqu'à la porte, un sourire satisfait sur le visage alors qu'il planifiait son prochain mouvement. Le lendemain matin, Jimmy a convoqué Mark à son bureau. Le garçon est entré dans la pièce le cœur battant, craignant que son père n'ait découvert quelque chose à propos des documents cachés. « Mark, j'ai une surprise pour toi », a annoncé Jimmy, sa voix adoptant un ton faussement paternel que le garçon n'avait jamais entendu auparavant. Tu vas passer quelques semaines dans un colonie de vacances exclusive avec d'autres enfants de familles importantes. Mark a senti son sang se glacer. Son père a continué à expliquer le lieu en montrant des photos d'une propriété luxueuse en périphérie de la ville avec des piscines, des terrains de sport et des activités programmées. Ce sera bien pour toi, mon fils. Ça t'aidera à surmonter cette période difficile, a dit Jimmy en signant les documents d'inscription. Le garçon a observé en silence, sachant qu'il n'avait pas le choix. Charlotte a reçu l'ordre de préparer les valises de Mark ce même matin, le départ serait le lendemain très tôt. En pliant les vêtements du garçon, elle a remarqué la panique dans ses yeux. « Mon cher, tu dois être fort maintenant plus que jamais », a-t-elle murmuré, s'assurant que Jimmy n'était pas dans les parages. Mark a hoché la tête, un plan déjà se formant dans son esprit. Dans l'après-midi, pendant que son père était occupé avec des appels, Mark a agi avec précaution. Il a récupéré les documents cachés sous le matelas et les a organisés. Il y avait suffisamment de preuves pour incriminer son père, les ordonnances médicales, les reçus de virement, les papiers avec les signatures falsifiées. Tout devait être préservé et caché en toute sécurité. Les mains tremblantes, Mark a ouvert son sac à dos scolaire. Au fond, il y avait un compartiment secret qu'il utilisait pour stocker de petits trésors. Ce serait maintenant l'endroit parfait pour cacher les preuves du crime de son père. Si je les mets dans la grande valise, il pourrait la chercher, a-t-il pensé. Le garçon a soigneusement plié chaque document et les a placés dans le sac à dos. Jimmy supervisait personnellement les préparatifs pour le voyage de son fils, vérifiant la liste des articles autorisés dans la colonie et s'assurant que tout était conforme à ses instructions. Il a à peine regardé Mark, concentré sur sa stratégie de le garder éloigné pendant la période critique avant le procès. Demain matin, le chauffeur viendra te prendre. Comporte-toi bien et ne cause aucun problème, a-t-il été sa seule recommandation. La nuit, seul dans sa chambre, Mark a revu son plan. Le sac à dos scolaire, apparemment anodin avec ses livres et cahiers, contenait les preuves qui pouvaient détruire son père. Il l'avait délibérément laissé visible sur le lit, sachant que personne ne soupçonnerait le sac à dos d'un enfant. Sa grande valise remplie de vêtements et de jouets serait le seul objet inspecté. Charlotte est entrée dans la chambre pour souhaiter bonne nuit, trouvant Mark assis sur son lit, serrant la dernière photo qu'il avait de sa mère. « Tu vas me manquer, mon cher », a-t-elle dit, la voix étranglée par l'inquiétude. Le garçon l'a serré fort, essayant de transmettre un courage qu'il ne pouvait à peine ressentir. « Prends bien soin de la maison jusqu'à mon retour », a-t-il répondu, ces mots portant une signification bien plus profonde. La nuit s'est prolongée et Mark n'a pas pu dormir. Depuis le bas, les sons de son père au téléphone indiquaient qu'il finalisait probablement les derniers détails de sa stratégie. Le garçon a serré son sac à dos contre sa poitrine, ressentant le poids des documents qui contenaient la vérité sur la mort de sa mère. « Maman, aide-moi à être fort »,
a-t-il murmuré dans l'obscurité. Le lendemain matin, le chauffeur arriverait tôt pour l'emmener à la colonie de vacances. Marc s'est couché, mais ses yeux restaient ouverts, fixés au plafond. Son esprit répétait de manière obsessionnelle chaque détail du plan, chaque document caché, chaque pièce de preuve qu'il devait protéger. Dans ses petites mains reposait désormais non seulement la vérité sur le crime de son père, mais aussi la justice que sa mère méritait. Le départ de Marc a eu lieu aux premières heures du matin. Charlotte a observé depuis la fenêtre de la cuisine tandis que le chauffeur chargeait la grande valise dans le coffre de la voiture. Le garçon, avec son sac à dos scolaire, paraissait encore plus petit et fragile que d'habitude. Jimmy supervisait à distance, vérifiant les messages sur son téléphone, apparemment plus intéressé par ses affaires que par le départ de son fils. Après que la voiture ait quitté la propriété, Charlotte a commencé sa routine quotidienne de nettoyage. En entrant dans la chambre de Marc pour ranger, elle a trouvé son petit carnet de croquis sur la table de chevet. Lorsqu'elle l'a ouvert, son cœur a failli s'arrêter, il y avait une note cachée entre les pages, écrite de la main tremblante du garçon. « Charlotte, c'est tout avec moi. Je vais le garder bien caché », a-t-il écrit. La femme de ménage est restée assise sur le lit de Marc, ses jambes vacillant sous la réalisation de ce que ces mots signifiaient. Le garçon avait emporté toutes les preuves avec lui au camp d'été. Son cœur a commencé à battre plus vite en se rappelant la conversation qu'elle avait entendue la veille. Le procès était bientôt programmé et ses preuves étaient cruciales. En nettoyant la chambre, Charlotte a cherché frénétiquement toute trace des documents, espérant que Marc avait laissé au moins une copie, mais elle n'a rien trouvé. Sous le matelas où les preuves avaient été cachées, il n'y avait qu'une autre note. « Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, comme maman me faisait confiance. » Le bruit des pas de Jimmy dans le couloir a fait que Charlotte a rapidement caché les notes et a continué son nettoyage, prétendant être normale alors que son employeur passait devant la porte de la chambre ouverte. « Charlotte, je veux que tu prépares mon costume bleu marine. J'ai une réunion importante avec mon avocat cet après-midi, » a-t-il ordonné, ne montrant aucune émotion après avoir envoyé son fils. Les heures suivantes ont été un supplice pour Charlotte. Chaque fois que le téléphone sonnait, elle craignait que ce soit de mauvaises nouvelles concernant Marc ou les preuves. Ses mains tremblaient alors qu'elle repassait le costume de Jimmy, imaginant 1000 scénarios différents sur la façon de récupérer les documents avant le procès. Pendant le déjeuner, Charlotte a entendu Jimmy parler à son avocat au téléphone. « Oui, Marc est déjà au camp maintenant. Nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, » a-t-il dit. La froideur dans sa voix a fait que l'estomac de Charlotte se nouait. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Chaque minute qui passait était précieuse. En fin d'après-midi, alors qu'elle servait du café à Jimmy dans son bureau, elle a remarqué un document sur son bureau avec l'adresse de la colonie de vacances. Elle a rapidement mémorisé l'information, sachant que cela pourrait être sa seule chance de joindre Marc et les preuves avant qu'il ne soit trop tard. Dans sa petite chambre à l'arrière de la maison, Charlotte a relu les notes de Marc. Une décision difficile devait être prise. S'il restait immobile, les preuves pourraient être perdues ou découvertes par quelqu'un au camp. S'il agissait, elle risquait non seulement son emploi, mais aussi sa liberté et peut-être même sa vie. La nuit est tombée sur le manoir, avec la certitude de ce qui devait être fait. Charlotte a glissé les notes dans sa poche, son cœur déjà battant la chamade avec le plan qui commençait à se former. Demain serait le jour où elle devait rejoindre Marc et récupérer les preuves avant que Jimmy ne sécurise son acquittement lors du procès. La matinée a commencé comme toutes les autres au manoir depuis le départ de Marc. Charlotte a préparé le petit déjeuner tout en planifiant mentalement comment elle atteindrait la colonie de vacances. Le bruit des pas de Jimmy descendant les escaliers l'a ramené à la réalité. Il est entré dans la cuisine, ajustant sa cravate avec un sourire satisfait qui a fait glacer le dos de Charlotte. « Charlotte, prépare mon meilleur costume. Le procès a été avancé à cet après-midi, » a annoncé Jimmy de manière désinvolte, comme s'il parlait de n'importe quel autre rendez-vous. Le plateau avec la tasse de café que Charlotte tenait à glisser de ses mains, se brisant sur le sol de la cuisine. Le liquide chaud s'est répandu sur les carreaux alors qu'elle essayait de comprendre la nouvelle. Jimmy a observé la scène avec un regard perçant, analysant la réaction exagérée de sa femme de ménage. « Y a-t-il un problème, Charlotte ? Tu sembles nerveuse, » a-t-il demandé, sa voix portant une note de suspicion qui a fait battre son cœur encore plus vite. La femme de ménage s'est rapidement penchée pour nettoyer le désordre, essayant de cacher le tremblement dans ses mains. Les éclats de porcelaine cliquetaient alors que Charlotte les ramassait, son esprit travaillant frénétiquement. Tout son plan pour aller au camp, récupérer Marc et les preuves était ruiné.
Le procès aurait lieu dans quelques heures et elle ne savait toujours pas exactement où se trouvait le garçon. « Je suis désolé, monsieur, c'est juste que j'ai pensé à Madame Kimberly. Ces moments me rappellent tellement de souvenirs, a-t-elle dit. Jimmy a continué à boire son café, maintenant dans une autre tasse, tout en lisant les nouvelles sur sa tablette. Sa calme était effrayante pour quelqu'un qui allait faire face à un procès pour meurtre dans quelques heures. Mon avocat est confiant. Sans preuve concrète, je serai acquitté rapidement. Il est temps de tourner la page et d'aller de l'avant, a-t-il déclaré d'une voix froide résonnant dans la cuisine. L'horloge murale semblait se moquer de Charlotte, ses aiguilles avançant implacablement. Chaque minute qui passait était une minute de moins pour essayer d'empêcher Jimmy d'échapper à la justice. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine servir plus de café. « Voulez-vous que je prépare quelque chose de spécial pour le déjeuner, monsieur ?» a-t-elle demandé, essayant de rester normale. Jimmy s'est levé, ajustant son costume impeccable. « Ce ne sera pas nécessaire. Je déjeunerai avec mon avocat pour finaliser les détails et profiter de l'occasion pour organiser mon bureau à mon retour. Acquitté, je veux que tout soit en ordre pour reprendre les affaires comme d'habitude. » Ont semblé ces mots comme une sentence de mort pour les espoirs de justice. Le son de la douche en marche à l'étage indiquait qu'elle avait quelques minutes avant que Jimmy ne redescende. Charlotte s'est appuyée contre l'évier de la cuisine, ses jambes vacillant de désespoir face à la situation. Le visage de Kimberly est apparu dans son esprit, ainsi que la promesse qu'elle avait faite de protéger Mark. « Aide-moi, Madame Kimberly, montre-moi un chemin », a-t-elle murmuré dans la cuisine vide. La matinée avançait inexorablement et avec elle grandissait l'urgence dans le cœur de Charlotte. Si elle ne trouvait pas un moyen de rejoindre Mark avant le procès, toutes les preuves qu'il gardait seraient inutiles. Jimmy échapperait à sa punition et la mort de Kimberly resterait à jamais sans justice. Dès que Jimmy est allé prendre une douche à l'étage, Charlotte s'est précipitée au bureau. Ses mains tremblaient alors qu'elle ouvrait les tiroirs et fouillait les papiers, cherchant désespérément toute information sur la colonie de vacances. Le document qu'elle avait vu la veille n'était plus sur le bureau. Il devait être quelque part, a-t-elle marmonné, feuilletant soigneusement chaque dossier pour éviter de laisser quoi que ce soit hors de place. Le son de la douche à l'étage était son seul indicateur du temps qu'il lui restait. Chaque minute était précieuse. Charlotte a méthodiquement fouillé le bureau de Jimmy, essayant de penser comme lui. Son patron était méticuleux, organisé. Chaque document important aurait un endroit spécifique. Ses mains ont trouvé un dossier en cuir marqué « Affaires personnelles ». Le son de l'arrêt de la douche a fait bondir le cœur de Charlotte. Elle a accéléré sa recherche, feuilletant rapidement les documents à l'intérieur du dossier. Factures, relevés bancaires, documents scolaires de Mark, mais rien concernant le camp. Le bruit des pas dans le couloir à l'étage l'a fait réorganiser rapidement tout et commencer à nettoyer le bureau, prétendant simplement faire son travail. Jimmy est descendu, déjà habillé pour le procès. Charlotte a continué son nettoyage, essayant de paraître concentrée sur le dépoussiérage des meubles, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. « Charlotte, je vais prendre quelques documents dans la voiture. Continue de ranger ici, » a-t-il dit en quittant le bureau. Dès que Jimmy est parti, Charlotte a repris sa recherche frénétique. Ses yeux ont balayé chaque centimètre du bureau jusqu'à ce qu'il se pose sur un petit dossier sur l'étagère. L'étiquette disait « Document de Mark, année 24 ». Les mains tremblantes, elle l'a ouvert, trouvant enfin le formulaire d'inscription à la colonie de vacances. Le bruit de la porte du garage s'ouvrant indiquait que Jimmy revenait. Charlotte a rapidement mémorisé l'adresse et a rangé le dossier. Son cœur a failli sauter de sa poitrine alors qu'elle retournait au nettoyage lorsqu'elle a entendu ses pas approcher. « Avez-vous trouvé tout ce dont vous avez besoin, monsieur ?» a-t-elle demandé, sa voix délibérément décontractée. Jimmy est entré, portant un dossier de documents. Il s'est assis à son bureau et a commencé à examiner les papiers, complètement inconscient du drame qui se déroulait autour de lui. Charlotte a continué son nettoyage, se déplaçant dans le bureau comme elle le faisait chaque jour, même si son esprit était à des kilomètres, complotant comment atteindre le camp. L'horloge approchait de midi lorsque Jimmy s'est finalement levé pour rejoindre son avocat. Charlotte l'a observé quitter le bureau, son esprit rempli de possibilités. L'adresse qu'elle avait mémorisée se trouvait dans une zone reculée de la ville. Comment allait-elle y arriver? Les transports en commun prendraient trop de temps, un taxi serait trop cher et laisserait une trace. Seule dans le bureau, Charlotte a laissé échapper quelques larmes. Le temps s'écoulait et elle n'avait toujours pas de plan concret. Les clés de la voiture de Jimmy pendaient sur un panneau près de la porte du garage, si proche et pourtant si loin.
La pensée de prendre l'une de ces voitures lui est venue à l'esprit, faisant tourner son estomac de peur. La sortie de Jimmy pour déjeuner avec son avocat était le signal dont Charlotte avait besoin. Dès que sa voiture a disparu par la porte principale, elle a couru vers le garage. Ses mains tremblaient alors qu'elle regardait les clés pendues sur le panneau. Il y avait 3 voitures disponibles. Elle a choisi la plus discrète, un modèle que Jimmy utilisait rarement. Le cœur de Charlotte battait la chamade alors qu'elle prenait la clé. Après 30 ans de travail, elle n'avait jamais envisagé de faire quelque chose comme ça. « Pardonne-moi, monsieur Jimmy, mais la justice doit être rendue », a-t-elle murmuré en entrant dans la voiture, ses mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine insérer la clé dans le contact. Le son du moteur brisant le silence du garage ressemblait au tonnerre à ses oreilles. Charlotte a jeté un coup d'œil à l'horloge, il ne restait que quelques heures avant le procès. L'adresse du camp était gravée dans son esprit, mais l'itinéraire était long et elle n'avait jamais conduit dans cette zone auparavant. « Madame Kimberly, aide-moi à rejoindre ton fils », a-t-elle supplié, passant au point mort. La porte automatique du garage s'est ouverte lentement, semblant prendre une éternité. Chaque seconde était précieuse. Charlotte a senti la sueur froide couler sur son front alors qu'elle manœuvrait la voiture. Des années d'observation des chauffeurs de Jimmy lui avaient donné une idée de la conduite, mais la pratique était très différente de la théorie. Les rues de la ville semblaient un labyrinthe confus. Charlotte a suivi les panneaux attentivement, son cœur bondissant à chaque fois qu'elle devait tourner ou s'arrêter à un feu rouge. La peur d'être arrêtée par la police ou que Jimmy découvre sa fuite l'envahissait de l'intérieur. « Je dois atteindre Mark. Je dois atteindre les preuves », répétait-elle comme un mantra. Le téléphone de la maison a commencé à sonner alors qu'elle était déjà sur la route principale. Charlotte pouvait imaginer Jimmy appelant pour donner d'autres instructions. En découvrant son absence, il réaliserait qu'une de ses voitures manquait. Le temps était contre elle et la route vers la colonie de vacances semblait s'étirer à l'infini. Un panneau indiquait qu'elle était sur la bonne voie, mais il restait encore de nombreux kilomètres à parcourir. Ses mains serraient tellement le volant que ses jointures étaient blanches. Chaque voiture qui passait semblait une menace, comme si c'était Jimmy ou quelqu'un envoyé par lui pour l'arrêter. Le soleil de l'après-midi brûlait l'asphalte tandis que Charlotte poursuivait son voyage désespéré. Le réservoir de la voiture commençait à se vider, faisant plonger son cœur encore plus bas. Parviendrait-elle à son but? Si oui, comment entrerait-elle dans le camp? Comment retrouverait-elle Mark? 1000 questions tourmentaient son esprit alors qu'elle avançait. Les derniers kilomètres semblaient interminables. Charlotte pouvait voir au loin les contours d'une grande propriété qui devait être le camp. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle aperçut la porte principale, bien plus imposante et sécurisée qu'elle ne l'avait imaginé. Comment une simple gouvernante pouvait-elle gérer l'entrée dans un endroit aussi exclusif? L'horloge de la voiture indiquait que le temps était compté. Dans quelques heures, Jimmy se tiendrait devant le juge, probablement condamné. Charlotte gara la voiture à une distance sûre, observant les mouvements à la porte de la colonie. Elle devait trouver un moyen d'entrer rapidement, car le sort de Mark, la justice pour Kimberly et sa propre liberté dépendaient de ce qui se passerait dans les prochaines minutes. La colonie de vacances était une propriété impressionnante entourée de hauts murs et de gardes à chaque entrée. Charlotte observait de loin, cachée derrière quelques arbres, cherchant une faille dans la sécurité apparemment impénétrable. Son cœur battait encore fort à cause de ce long voyage, mais son esprit travaillait frénétiquement à la recherche d'une solution. Le mouvement à la porte principale attira son attention, une camionnette colorée approchait, décorée de dessins d'enfants et du logo d'une entreprise de divertissement. Le garde arrêta le véhicule et commença à vérifier les documents. Charlotte se rapprocha discrètement, tentant d'entendre la conversation. « Nous sommes ici pour la fête de cet après-midi », dit le chauffeur en expliquant les animateurs engagés. Les yeux vigilants de Charlotte notèrent plusieurs détails importants. Les employés sortant de la camionnette portaient de grands sacs contenant des costumes de personnages. Une liste était vérifiée à la porte et les badges d'identification étaient simples, sans photo. Une idée commença à germer dans son esprit en observant l'équipe de divertissement préparer la camionnette près d'un abri de service, où les employés commençaient à décharger le matériel. Charlotte se déplaça silencieusement parmi les arbres, se rapprochant de plus en plus. Ses mains tremblaient, mais sa détermination restait inébranlable. Elle devait trouver un moyen de s'emparer d'un de ses costumes et d'un badge. L'un des employés laissa un grand sac près de la porte de l'abri en aidant à décharger le reste du matériel. Charlotte observa le mouvement, calculant le moment parfait où tout le monde rentrait dans l'abri avec plus d'équipement. Elle agit rapidement, le cœur battant,
courut vers le sac abandonné et le traîna derrière des buissons. À l'intérieur, elle trouva un costume complet d'ours brun, apparemment neuf et encore avec les étiquettes. Ses mains tremblaient en examinant la tenue, elle était assez grande pour cacher complètement son identité. Avec le costume, il y avait un badge vierge et un clipoir avec le planning des activités de la journée. Le son de voix approchant fit que Charlotte se cacha plus profondément dans les buissons. Les employés sortirent de l'abri à la recherche du sac manquant. « Êtes-vous sûr de l'avoir laissé ici ? Le patron va être furieux si nous perdons un autre costume », se plaignit l'un d'eux. Charlotte retint son souffle, serrant le sac volé contre sa poitrine. Une fois les employés partis, elle examina de plus près son trésor volé. Le costume était chaud et lourd, mais il servirait parfaitement à son plan. Le badge vierge pouvait être facilement rempli, elle avait vu suffisamment de documents chez Jimmy pour savoir comment imiter une signature officielle avec des mains tremblantes. Charlotte commença à enfiler le costume derrière les buissons. Chaque seconde était précieuse et elle pouvait entendre les voix des enfants jouant dans le champ d'activité au loin. Quelque part sur cette immense propriété, Mark attendait, tenant les preuves qui pourraient enfin apporter justice pour la mort de sa mère. Les derniers rayons de soleil du matin illuminaient la colonie alors que Charlotte finissait de préparer le costume d'ours. Il était inconfortable et chaud, mais offrait le déguisement parfait. Avec le badge autour du cou et le planning en main, elle prit une profonde inspiration, rassembla tout son courage. Il était temps d'agir et de trouver Mark avant qu'il ne soit trop tard. Habillée en ours, Charlotte rejoignit le groupe d'animateurs entrant dans la zone principale de la colonie. La chaleur à l'intérieur du costume était étouffante et le masque limitait sa vision, mais elle maintenait l'attitude vive attendue d'un personnage pour enfants. Les gardes regardaient à peine son badge, trop occupés à coordonner l'entrée des différents vendeurs pour la fête de l'après-midi. La colonie était énorme avec plusieurs zones d'activités éparpillées sur le terrain. Les enfants couraient partout, certains saluant excité l'ours. Charlotte salua en retour mécaniquement, ses yeux cherchant frénétiquement Mark dans chaque groupe qu'il traversait. Le temps pressait et chaque minute perdue rapprochait Jimmy de son procès. En suivant le planning qu'elle avait trouvé dans le sac, Charlotte découvrit que les enfants étaient divisés en groupes d'âge. Le groupe de Mark devait se trouver dans la zone d'art et d'artisanat près du lac artificiel. Elle s'y dirigea, le cœur battant de plus en plus vite dans le costume chaud et lourd. La zone des arts était remplie d'enfants peignant et dessinant, mais il n'y avait aucune trace de Mark. L'un des animateurs s'approcha en souriant. « Bien, vous êtes là. Les enfants attendaient l'heure du conte avec l'ours, dit-il. » Charlotte acquiesça, incapable de parler de peur d'être reconnue, et commença à circuler parmi les tables d'activité. C'est alors qu'elle le vit. Mark était seul dans un coin isolé, assis sous un arbre avec son sac à dos scolaire fermement serré contre sa poitrine. Son visage était marqué par la tristesse et l'inquiétude, si différent des autres enfants qui jouaient joyeusement. Charlotte ressentit une douleur au cœur en voyant le garçon si solitaire. Avec des pas prudents, elle s'approcha de Mark. Le garçon ne leva même pas les yeux, manifestement désintéressé par le personnage qui s'approchait de lui. Charlotte s'agenouilla à côté de lui, essayant d'attirer son attention avec des gestes joyeux comme les autres animateurs, mais Mark détourna simplement le visage, serrant encore plus fort son sac à dos et regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne prêtait attention. Charlotte souleva discrètement le masque du costume. Les yeux de Mark s'écarquillèrent lorsqu'il la reconnut et il poussa presque un cri de surprise. Elle mit rapidement son doigt sur ses lèvres, demandant le silence. « Chérie, nous devons partir d'ici maintenant. Le procès a été avancé à aujourd'hui, » murmura-t-elle. Mark commença à trembler, comprenant la gravité de la situation. « Comment allons-nous sortir ? Il y a des gardes partout, » chuchota-t-il, la peur évidente dans sa voix. Charlotte y avait déjà pensé. Elle avait remarqué une sortie de service moins gardée près de l'abri où elle avait trouvé le costume. Le moniteur commençait à rassembler les enfants pour l'heure du conte, créant la distraction parfaite. Charlotte prit la main de Mark et commença à le conduire discrètement loin du groupe. « Si quelqu'un demande, dis que l'ours te conduit à une activité spéciale, » l'instruisit-elle, sa voix étouffée par le masque. Elle avait remis le costume en place. Le chemin vers la sortie semblait interminable. Chaque personne qui les croisait faisait battre le cœur de Charlotte la chamade. Mark marchait à ses côtés, essayant de paraître naturel bien que ses mains tremblaient. Le sac à dos contenant les preuves était bien fixé sur son dos, mais le poids de la responsabilité semblait plus lourd que jamais. Lorsqu'ils atteignirent enfin la zone près de l'abri de service, ils furent surpris par un garde de sécurité faisant sa ronde. « Et, vous deux, où pensez-vous aller ?
cria-t-il, commençant à marcher vers eux. Le moment de décision était arrivé. Il devait agir vite ou tout le plan serait ruiné. Le garde de sécurité s'approchait rapidement et Charlotte devait réfléchir vite. Toujours vêtue du costume d'ours, elle commença à danser et à faire des gestes amusants comme si elle divertissait Marc. Le garçon, comprenant le plan, força un rire. « L'ours me montre une danse spéciale », expliqua-t-il au garde de sécurité qui les observait de manière suspicieuse. Pendant qu'elle continuait sa performance improvisée, Charlotte se déplaçait lentement vers la sortie de service, menant Marc avec elle. Le garde, apparemment convaincu par le spectacle, haussa les épaules et continua son chemin. Dès qu'il tourna le coin, les deux coururent vers la voiture cachée parmi les arbres. Charlotte arracha la tête de l'ours, respirant difficilement. « Vite, chérie, monte dans la voiture », murmura-t-elle, aidant Marc à s'installer sur la banquette arrière. Le garçon serrait son sac à dos, contenant les documents pouvant incriminer son père, bien sécurisés à l'intérieur. « Combien de temps avons-nous avant le procès ?» Le moteur de la voiture rugit alors que Charlotte accélérait, laissant la colonie derrière elle. Elle portait encore la partie inférieure du costume d'ours, n'ayant pas le temps de l'enlever complètement. « Le procès est cet après-midi, mon garçon. Ton père a tout planifié pour que personne ne puisse l'arrêter, mais nous y arriverons à temps, dit-elle. La route semblait plus longue maintenant, chaque kilomètre une bataille contre le temps. Marc ouvrit son sac à dos, vérifiant que tous les documents étaient en ordre. « Regarde, Charlotte, voici tout ce dont nous avons besoin pour prouver qu'il a tué maman, » dit-il, sa voix vacillant entre la peur et la détermination. Le son d'une sirène fit que leurs cœurs se figèrent. Une voiture de police venait d'entrer sur la route derrière eux. Charlotte agrippa fermement le volant, essayant de rester calme. « Reste bas, chérie. Nous ne pouvons pas être arrêtés maintenant, dit-elle. La voiture de police passa directement devant eux, apparemment en réponse à un autre incident. Le trafic en ville devenait plus dense à mesure qu'ils approchaient du centre. Charlotte zigzaguait entre les voitures, toujours en partie déguisée en ours, ignorant les regards curieux des autres conducteurs. Marc vérifiait constamment l'horloge sur le tableau de bord, chaque minute pesant comme du plomb dans leur cœur. Soudain, le téléphone de Charlotte sonna, c'était le numéro du manoir. Jimmy avait probablement découvert son évasion et la voiture volée. Elle ignora l'appel, se concentrant sur la conduite. « Chérie, quand nous arriverons au palais de justice, tu devras être très courageux. Tu devras entrer et montrer ses preuves au juge, dit-elle. Le bâtiment du palais de justice était déjà visible au loin lorsque la voiture commença à faiblir. Le compteur de carburant était presque vide, obligeant Charlotte à retenir son souffle. « Non, s'il te plaît, pas maintenant », supplia-t-elle, appuyant sur l'accélérateur. La voiture toussa quelques fois mais continua de bouger. Marc repéra la voiture de son père garée devant le palais de justice. « Charlotte, il est déjà à l'intérieur. » Le procès doit commencer, la panique était palpable dans sa voix. Charlotte gara la voiture maladroitement, aida Marc à en sortir et courut. « Chérie, cours. Cours comme tu ne l'as jamais fait de ta vie, » cria-t-elle. Le garçon serra son sac à dos contre sa poitrine et s'élança vers l'entrée du palais de justice, Charlotte juste derrière lui, toujours partiellement déguisée en ours. Les preuves qui pourraient tout changer étaient à quelques mètres seulement de la salle d'audience, où Jimmy s'apprêtait à obtenir son acquittement. La salle d'audience était en silence absolu alors que le juge se préparait à annoncer sa décision. Jimmy, impeccable dans son costume bleu marine, arborait un sourire discret. Son avocat avait fait un travail exceptionnel en démontrant l'absence totale de preuves physiques pouvant le relier à la mort de Kimberly. Le procureur avait tenté de construire un dossier basé sur des preuves circonstancielles, mais en vain. Les soupçons sur le comportement de Jimmy, sa froideur après la mort de sa femme, les mouvements financiers suspects, rien de tout cela n'avait suffi à soutenir une accusation solide. Le juge commença à organiser ses papiers, se préparant à déclarer un acquittement faute de preuves. Les mots du juge résonnèrent dans la salle. Après une analyse minutieuse de toutes les preuves présentées, ou plutôt de leur absence, ce tribunal n'a d'autre choix que de déclarer l'accusé non coupable. À ce moment précis, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement. Toutes les têtes se tournèrent pour voir Marc, essoufflé et les cheveux en bataille, serrant fermement son sac à dos scolaire. Le garçon avança dans l'allée centrale, ses pas résonnant dans le silence stupéfait qui s'était installé. Ses yeux remplis de larmes et de détermination étaient fixés sur son père. Jimmy se leva brusquement, son visage perdant de sa couleur en voyant son fils là. C'est alors que Marc cria de toute sa voix enfantine mais chargée d'une force inattendue. «
Je sais que maman est morte à cause de toi, papa. » Toute la salle d'audience se figea. Le cri de Mark résonna dans les murs, portant le poids total de la vérité qu'il avait gardée. Charlotte apparut dans l'embrasure de la porte, toujours partiellement déguisée, les mains tremblantes en regardant la scène se dérouler. Jimmy tenta de garder son calme, mais son visage trahissait sa panique croissante. Mark continua d'avancer vers le juge, sa voix maintenant étranglée par les larmes. « J'ai toutes les preuves ici. Tu pensais pouvoir tout me cacher, mais j'ai découvert, j'ai tout vu, » dit-il en ouvrant son sac à dos avec des mains tremblantes, révélant les documents qu'il avait si soigneusement gardés. La salle d'audience était en état de choc complet, les jurés, avocats et spectateurs regardant bouche bée alors que Mark, ce petit garçon en uniforme scolaire, exposait la vérité que son père avait tenté de dissimuler méticuleusement. Jimmy tenta de parler, mais le juge le réduisit au silence, concentrant toute son attention sur le garçon qui avait interrompu le procès. Des larmes coulaient librement sur le visage de Mark alors qu'il continuait. « Maman a découvert ce que tu faisais. C'est pour ça que j'ai dû agir plus vite. Elle allait te dénoncer, alors je... » Sa voix faillit, le poids de la vérité brisant enfin son courage. Le silence qui suivit fut assourdissant, brisé seulement par les sanglots étouffés du garçon. Les agents de course approchèrent pour maîtriser Jimmy, qui commençait à montrer des signes de vouloir fuir. L'avocat de la défense, complètement pris au dépourvu, ne sut pas comment réagir face à la situation. Le procureur, en revanche, se leva rapidement, demandant au juge de recevoir les preuves que Mark avait apportées. Le moment qui suivit serait à jamais gravé dans la mémoire de tous les présents, un petit garçon en uniforme scolaire remettant au juge les preuves du meurtre de sa propre mère, tandis que son père, l'homme qui avait tout planifié et exécuté, voyait son réseau de mensonges s'effondrer complètement. Le juge examina les documents avec une attention méticuleuse, son visage s'assombrissant à chaque page tournée. Les ordonnances médicales, les reçus de virements bancaires, les messages électroniques concernant des substances toxiques, tout formait une image irréfutable de la culpabilité de Jimmy. Le procureur, maintenant en possession des preuves, présenta chaque document avec une urgence renouvelée. « Votre honneur, ce que nous avons ici est une preuve définitive d'un meurtre prémédité. Ces documents montrent un plan méticuleux visant à empoisonner progressivement Madame Kimberly tout en détournant simultanément sa fortune vers des comptes offshore, » dit-il en levant les ordonnances médicales pour les montrer aux jurés. Voici la preuve de l'empoisonnement systématique, chaque achat de substances toxiques coïncidait avec la détérioration de la santé de la victime. Jimmy, maintenant sans son sourire confiant, tenta de garder son calme tandis que son avocat examinait frénétiquement les nouveaux documents. La sueur perlait sur son front en voyant ses chances d'acquittement disparaître à chaque nouvelle preuve présentée. Ses yeux croisèrent ceux de Mark, qui était maintenant assis à côté de Charlotte, toujours tremblant mais avec un regard de détermination. Le juge appela les avocats et le procureur pour une conférence privée, laissant la salle d'audience dans un silence intense. Les jurés examinèrent les copies des documents, leurs expressions passant du choc à l'indignation en comprenant l'ampleur du crime. Jimmy resta à sa place, désormais étroitement gardé par 2 agents de cour. Lorsque le juge revint, son attitude était d'une sévérité absolue. Ce tribunal ne peut ignorer les preuves accablantes qui ont été présentées. Les documents produits démontrent sans l'ombre d'un doute un crime prémédité exécuté avec froideur et calcul. Sa voix résonna dans la salle alors que tous retenaient leur souffle. Les preuves étaient irréfutables, les relevés de virements bancaires correspondaient parfaitement aux achats de poison, les signatures forgées sur le testament furent confirmées par un expert convoqué en urgence, et les messages électroniques échangés avec la pharmacie de préparation révélaient la planification méticuleuse du crime. Jimmy regardait en silence, son plan parfait s'effondrer devant ses yeux. Le juge poursuivit sa déclaration. Les preuves montrent non seulement un meurtre prémédité, mais aussi une série de crimes financiers, de falsification de documents et d'obstruction à la justice. Chaque mot était comme un clou dans le cercueil de la liberté de Jimmy. Mark serra la main de Charlotte, ses petites mains tremblant alors que la justice était enfin rendue. La sentence commença. En considération des preuves présentées et de la gravité des crimes commis, ce tribunal déclare l'accusé, Jimmy, coupable du meurtre de son épouse, Kimberly. Le juge fit une pause, ses yeux se tournant brièvement vers Mark avant de continuer. La sentence sera imposée au degré maximum, compte tenu de la préméditation du crime et de la cruauté avec laquelle il a été exécuté. Jimmy fut immédiatement placé en détention. Ses regards croisèrent une dernière fois ceux de son fils. Il n'y avait plus le masque d'un père aimant,
seulement le vide d'un homme qui avait tout perdu à cause de sa propre avidité. Marc maintenait son regard, n'ayant plus peur mais certain d'avoir rendu justice à la mémoire de sa mère. La salle d'audience commença à se vider, mais le moment le plus important restait à venir. Le juge convoqua des travailleurs sociaux et la grand-mère maternelle de Marc, Maria Elena Suarez, qui avait été localisée pendant le procès. Il était temps de décider de l'avenir du petit héros qui avait révélé la vérité sur la mort de sa mère. Quelques jours plus tard, le bureau du juge était un environnement accueillant, rempli de lumière naturelle qui contrastait avec la gravité du moment. Maria Elena Suarez, la grand-mère maternelle de Marc, observait attentivement chaque mouvement de son petit-fils. Ses yeux, marqués par des années d'expérience et de sagesse, examinaient le garçon qui avait accompli un acte de courage extraordinaire. Charlotte restait dans un coin de la pièce, les mains encore légèrement tremblantes après tout le drame qu'ils avaient vécu. Les travailleurs sociaux discutaient des détails de la garde, mais Maria Elena avait déjà pris sa décision. Ses yeux se tournèrent vers la gouvernante qui avait été bien plus qu'une simple employée pour sa fille Kimberly. Charlotte appela Maria Elena, sa voix douce mais ferme. « Ma fille parlait toujours de combien elle te faisait confiance. Tu étais plus qu'une employée, tu étais pratiquement un membre de la famille. » Les mots firent couler des larmes discrètes sur le visage ridé de la vieille femme. Marc, toujours vêtu de son uniforme scolaire, serra la main de Charlotte. Son monde avait complètement changé ces dernières semaines, d'un garçon qui avait perdu sa mère à un jeune homme qui avait amené son meurtrier devant la justice. Sa grand-mère le serra fort, sentant le petit corps frêle de son petit-fils trembler légèrement. Dans les jours qui suivirent, une décision importante fut prise en guise de reconnaissance pour sa loyauté et son courage. Maria Elena et les avocats de la famille préparèrent une surprise pour Charlotte. En plus d'une compensation substantielle, une entreprise serait créée en son nom, une petite société de services domestiques spécialisée qui deviendrait bientôt une référence à Philadelphie. « Tu as sauvé mon petit-fils et apporté justice pour ma fille », dit Maria Elena lors de la cérémonie de remise des documents de l'entreprise. « Plus que cela, tu as protégé notre famille quand nous en avions le plus besoin », ajouta-t-elle. Charlotte pouvait à peine contenir ses émotions, voyant sa vie complètement transformée. À l'instant suivant, quelque chose d'encore plus spécial se produisit. Marc, avec toute sa maturité précoce, regarda Charlotte et dit « Veux-tu être ma marraine ?» Toute la salle d'audience fut témoin de ce moment émouvant où Charlotte fut officiellement reconnue comme membre de la famille. Pendant ce temps, dans l'isolement de la prison, Jimmy commença sa nouvelle réalité. Les murs de béton gris devinrent son nouveau monde, si différent de l'environnement luxueux auquel il était habitué. Ses journées étaient marquées par un silence assourdissant et la culpabilité qui le consumait de l'intérieur. Les nuits étaient les pires, lorsque l'obscurité prenait le contrôle de sa cellule. Des images de Kimberly apparaissaient dans son esprit, elle voyait son doux visage se transformer en expression de douleur, entendait ses murmures de désespoir moments avant de mourir. Les cris de Marc pendant le procès résonnaient dans ses oreilles, empêchant toute possibilité de repos. Les autres prisonniers remarquèrent son isolement. Jimmy, autrefois un homme puissant et respecté, n'était plus qu'un numéro, complètement brisé par le poids de ses crimes. Sa posture fière avait été remplacée par une courbure de défaite, ses yeux perdus dans un vide de remords tardif. Pendant la première année en prison, Jimmy subit une transformation profonde. Les gardiens observaient comment l'homme qui autrefois dégageait pouvoir et contrôle marchait désormais voûté dans les couloirs de la prison. Son costume impeccable avait été remplacé par l'uniforme simple des détenus et ses cheveux, autrefois parfaitement alignés, devenaient gris et sans vie. En quelques mois, lors des nuits silencieuses, il passait des heures assis dans sa cellule, contemplant une vieille photo de Marc qu'il avait réussi à garder avec lui. Le contraste entre sa vie antérieure, remplie de luxe, de pouvoir et de respect, et sa nouvelle réalité était un rappel constant de ses choix erronés. Le silence de la prison n'était brisé que par le bruit lointain des portes qui se ferment et les pas des gardiens en patrouille. Les autres détenus l'appelaient « l'homme d'affaires », une référence ironique à son succès passé. Jimmy restait isolé, évitant tout contact avec les autres prisonniers. Il prenait ses repas seul, pendant le temps libre, il s'asseyait sur un banc isolé, perdu dans ses pensées. Dans son journal, qu'il tenait religieusement, il écrivait de longues réflexions sur ses actions. Ce n'étaient plus des calculs financiers ou des stratégies commerciales, mais des souvenirs de moments perdus, les anniversaires de Marc qu'il avait manqués, les sourires de Kimberly, une vie de famille qu'il avait détruite par cupidité. Lors des visites de son avocat, il recevait des nouvelles du monde extérieur avec une indifférence apparente, mais son regard trahissait un profond regret.
En apprenant les succès de Marc dans sa nouvelle école et comment le garçon s'épanouissait sous les soins de Maria Elena et Charlotte, c'était comme si chaque réussite de son fils était un rappel des opportunités qu'il avait gâchées. Le personnel le plus ancien de la prison remarqua à quel point il avait changé. L'homme qui autrefois planifiait méticuleusement chaque aspect de sa vie semblait maintenant vivre dans un état constant de résignation. Ses yeux, autrefois vifs et calculateurs, étaient devenus distants, souvent perdus dans ses pensées. Il se tenait à l'écart, respectant la routine de la prison, si différente de sa vie antérieure de luxe et de liberté, devenue sa nouvelle normalité. Les murs gris, les horaires stricts et la simplicité forcée de son existence contrastaient fortement avec les soirées élégantes et les réunions d'affaires qu'il avait autrefois fréquentées. Chaque jour était un rappel du prix qu'il payait pour ses choix, non seulement en termes de liberté physique, mais aussi du coût émotionnel d'avoir perdu sa famille. Le matin, il se réveillait tôt au son métallique des barreaux, si différent de l'éveil doux dans ses draps de soie égyptienne. Le petit déjeuner servi sur des plateaux en plastique remplaçait ces repas élaborés préparés par des chefs privés. Les heures qu'il consacrait autrefois à des négociations importantes étaient désormais remplies de tâches simples dans la bibliothèque de la prison, où il trouvait un petit réconfort dans les livres. Le dimanche, lorsque les visiteurs arrivaient pour les autres détenus, Jimmy restait dans sa cellule, conscient que personne ne viendrait le voir. Le son des familles se retrouvant résonnait dans les couloirs, amplifiant sa solitude et le vide créé par ses propres actions.